Ce soir, nous allons explorer la véritable échelle d'Andromède. Vous avez probablement entendu dire qu'il s'agit de la galaxie géante la plus proche de nous, celle qui va entrer en collision avec la Voie lactée dans quelques milliards d'années. Mais voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Tous les quelques années, les astronomes révisent la taille de cette galaxie. Et ce nombre augmente toujours, il ne diminue jamais. C'est arrivé suffisamment de fois maintenant pour que certains chercheurs se demandent si nous avons réellement découvert son véritable avantage. On sait déjà qu'Andromède est plus de 2 fois plus large que la Voie lactée, qu'elle abrite environ 1000 milliards d'étoiles et qu'elle se situe à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. D'ici la fin de la soirée, vous comprendrez exactement pourquoi cette galaxie ne cesse de dépasser toutes les mesures que nous lui faisons subir et jusqu'où pourrait réellement s'étendre sa limite. Avant de commencer, si ces sujets vous intéressent autant que nous, n'oubliez pas de liker la vidéo ou de vous abonner. C'est une action simple, mais elle permet à cette chaîne d'atteindre davantage d'esprits curieux comme le vôtre. Commençons maintenant. Commencez par le ciel lui-même. Par une nuit d'automne clair, loin de la lueur des lampadaires, on peut apercevoir Andromède sans télescope. Elle se situe dans la constellation du même nom, au nord du grand carré de Pégase, et à l'œil nu, elle ne ressemble à rien de plus qu'à une douce brume. Les astronomes de l'Antiquité l'avaient également remarqué. L'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi l'a décrit en l'an 964, dans son livre sur les étoiles fixes, le qualifiant de petit nuage. Il consigna soigneusement sa position aux côtés des autres points lumineux fixes qu'il avait répertoriés cette nuit-là, sans pouvoir savoir que le petit nuage qu'il décrivait était lui-même composé de plus d'1 billion de soleils. Pendant près de 1000 ans, personne ne sut ce qu'était réellement ce nuage. Elle fut répertoriée, observée, dessinée et débattue, mais sa véritable nature demeura cachée. La première observation télescopique eut lieu des siècles plus tard, en 1612, lorsque l'astronome allemand Simon Marius pointa un télescope primitif vers elle. Il a décrit ce qu'il voyait comme ressemblant à la flamme d'une bougie aperçue à travers une feuille de corne translucide, une faible tache lumineuse sans bord visible, sans étoiles individuelles, juste une douce lumière diffuse. Marius n'avait lui non plus aucune idée de ce que cela signifiait. Les télescopes de l'époque étaient rudimentaires, à peine capables de distinguer les détails planétaires, et encore moins des objets aussi faibles et lointains qu'une galaxie entière. Au cours du siècle et demi qui suivit, les astronomes ont lentement constitué des catalogues de ces objets faibles et flous dispersés dans le ciel, principalement pour éviter de les confondre avec des comètes. C'était le principal intérêt scientifique de l'époque. L'astronome français Charles Messier l'a inclus dans son catalogue en 1764 en le répertoriant comme la 31e entrée. C'est de là que vient le nom M31, une désignation encore constamment utilisée en astronomie aujourd'hui, même si nous comprenons maintenant que l'objet derrière ce simple numéro de catalogue est d'une immensité presque inconcevable. Pour Messier et pour presque tous ceux qui lui ont succédé au cours du siècle suivant, ce n'était qu'une nébuleuse de plus. Un nuage de gaz, probablement semblable aux autres nuages de gaz et de poussière connus pour exister dans notre propre galaxie, mais plus grand et plus proche que la plupart. Les premiers télescopes ne montraient qu'un ovale lumineux et flou, et pendant des siècles, les astronomes ont supposé qu'il s'agissait d'un nuage de gaz et de poussière situé à proximité, au sein de notre propre galaxie. Ce qu'ils appelaient une nébuleuse spirale. Le mot nébuleuse signifiait simplement nuage, et c'est exactement à cela que cela ressemblait à travers les instruments de l'époque. Un indice significatif est apparu en 1864 lorsque l'astronome anglais William Huggins a pointé un spectroscope vers Andromède pour la première fois. Un spectroscope décompose la lumière en ses longueurs d'onde composantes de la même manière qu'un prisme décompose la lumière du Soleil en un arc-en-ciel. Qu'en examinant cette diffusion de la lumière, les astronomes peuvent déterminer de quoi un objet est réellement composé. Huggins avait déjà utilisé cette technique sur plusieurs nuages de gaz connus de la Voie lactée, et leur spectre présentait les raies étroites et brillantes caractéristiques du gaz incandescent. Le spectre d'Andromède était complètement différent. Au lieu des raies d'émission étroites d'un nuage de gaz, il présentait un spectre continu et lisse
du type de celui produit par la lumière combinée d'un très grand nombre d'étoiles individuelles se mélangeant les unes aux autres. Huygens ne disposait pas des outils nécessaires pour prouver qu'Andromède était une galaxie distincte. Mais son observation a semé une graine importante. Quel que soit cet objet, il ne s'agissait pas simplement de gaz incandescent. Elle se comportait comme la lumière des étoiles. La photographie a ajouté une preuve supplémentaire. En 1888, l'astronome amateur anglais Isaac Roberts prit une photographie à longue exposition d'Andromède et pour la première fois, sa structure spirale devint visible, avec ses bras sinueux s'enroulant autour d'un noyau central brillant. L'image présentait une forme étonnamment similaire à celle de certaines autres nébuleuses faibles déjà répertoriées. Et cela a soulevé une question évidente. Si ce n'était vraiment qu'un nuage de gaz au sein de notre propre galaxie, pourquoi présentait-il une structure aussi organisée, symétrique, presque mécanique? Puis en 1912, un astronome américain du nom de Vesto Slipher, travaillant à l'observatoire Lowell en Arizona, mesura quelque chose qui allait devenir essentiel pour comprendre non seulement Andromède, mais aussi le mouvement de l'Exame, univers tout entier. Slipher a mesuré le spectre de la lumière provenant d'Andromède et a détecté un décalage vers le bleu, ce qui signifie que les longueurs d'onde de sa lumière étaient légèrement comprimées par rapport à ce que l'on attendrait d'un objet stationnaire. Un décalage vers le bleu indique un mouvement vers l'observateur. Le même principe sous-jacent explique le changement de tonalité du son d'un moteur de voiture lorsqu'il s'approche, puis s'éloigne. Slipher a calculé qu'Andromède s'approchait de nous à environ 300 km/s, une vitesse extraordinaire, et totalement différente de tout ce qui avait été mesuré pour les objets connus pour exister dans notre propre galaxie à cette époque. Il s'agissait de la toute première preuve, découverte il y a plus d'un siècle, que la galaxie d'Andromède et notre galaxie étaient destinées à se rencontrer. Slipher n'a pas pleinement saisi les implications à l'époque, car la question fondamentale de savoir si Andromède était même une galaxie distincte n'avait pas encore été résolue. Mais la mesure elle-même, ce décalage vers le bleu, cette vitesse d'approche, s'est avérée remarquablement proche de la valeur moderne que les astronomes utilisent encore aujourd'hui. Les travaux de Slipher s'étendaient bien au-delà d'Andromède. Au cours de la décennie suivante, il a mesuré les spectres de dizaines d'autres nébuleuses spirales. Il a trouvé quelque chose de curieux. Presque tous présentaient un décalage vers le rouge plutôt que vers le bleu, ce qui signifie que presque tous semblaient s'éloigner de nous, souvent à des vitesses bien supérieures à la modeste vitesse d'approche d'Andromède. Andromède, il s'avéra, était une sorte d'exception, l'une des rares galaxies proches qui se déplacent réellement vers nous au lieu de s'éloigner. Le catalogue croissant de mesures de vitesse établi par Slipher est devenu un ingrédient essentiel quelques années plus tard, lorsqu'Edwin Hubble les a combinés avec ses propres mesures de distance nouvellement établies, la même technique qu'il avait utilisée sur Andromède. Ensemble, ces observations ont révélé une tendance encore plus générale. Les galaxies les plus éloignées s'éloignaient en moyenne plus rapidement de nous que les plus proches. Cette relation est devenue la loi de Hubble, et elle reste l'une des preuves fondamentales de l'expansion de l'univers lui-même. La découverte que l'espace entre les galaxies s'étire au fil du temps, éloignant les galaxies les unes des autres à un rythme proportionnel à leur distance. Andromède, qui se rapproche de nous au lieu de s'éloigner, constitue une exception notable à cette expansion cosmique générale. Elle est maintenue sur sa trajectoire de collision, précisément parce que la gravité mutuelle entre elle et la Voie lactée est suffisamment forte pour surmonter l'expansion plus large qui écarte la plupart des autres galaxies, surtout compte tenu de la proximité des deux galaxies au sein du groupe local. L'outil qui allait finalement mettre fin à tout ce débat provenait d'un endroit inattendu. Le travail méticuleux d'une astronome nommée Henrietta Leavitt, travaillant à l'observatoire du Harvard College au début des années 1900. Leavitt a étudié une classe d'étoiles pulsantes appelées variables céphéides, des étoiles qui s'illuminent et s'assombrissent selon un cycle régulier et répétitif. En examinant des milliers de ces étoiles dans les nuages mélaniques, elle a fait une découverte remarquable. Il existe une relation mathématique directe entre la durée du cycle de pulsation d'une céphide et sa luminosité intrinsèque. Plus la période de pulsation est longue, plus la luminosité réelle des étoiles est élevée.
Cette relation, désormais connue sous le nom de loi de luminosité-période, est devenue l'un des outils les plus puissants de l'histoire de l'astronomie, car elle signifiait que si l'on pouvait identifier une variable céphéide n'importe où dans l'univers et mesurer sa période d'impulsion, on pouvait calculer sa véritable luminosité. On pourrait ensuite comparer cette luminosité à celle perçue depuis la Terre pour déterminer sa distance. La découverte de Leavitt n'a pas immédiatement résolu le mystère d'Andromède, mais cela a fourni aux futurs astronomes l'outil précis dont ils auraient besoin par la suite. Cette hypothèse selon laquelle l'univers était entièrement contenu à l'intérieur des limites de la Voie lactée a prévalu pendant très longtemps, et il a fallu l'un des débats scientifiques les plus importants du XXe siècle pour la réfuter. En 1920, deux astronomes, Arlo Shapley et Hea Curtis, ont tenu ce qui est devenu le grand débat. L'événement s'est déroulé au Musée national d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington, D.C., dans le cadre d'une réunion de l'Académie nationale des sciences. Et malgré son nom dramatique, il ne s'agissait pas tout à fait de l'affrontement direct et houleux que les récits populaires laissent parfois entendre. Chaque astronome a présenté un article distinct sur un sujet connexe mais plus vaste, l'échelle de l'univers. Ce n'est qu'ensuite que leurs conclusions concernant les nébuleuses spirales, comme Andromède, sont apparues comme le point de désaccord le plus âprement contesté entre eux. Les articles publiés par la suite ont suscité des années de discussion continue au sein de la communauté astronomique. Une discussion qui ne pourrait être résolue par la seule argumentation, mais grâce aux preuves observationnelles concrètes que Hubble allait fournir quelques années plus tard. Shapley a soutenu que ces nébuleuses spirales, dont Andromède, étaient relativement petites et situées à l'intérieur de notre propre galaxie. Curtis soutenait le contraire, affirmant qu'il s'agissait de galaxies distinctes et lointaines à part entière, ce qu'il appelait des univers insulaires. Curtis disposait d'une preuve spécifique à l'appui de sa position, tirée de ses propres observations d'éruptions de novae apparaissant dans la nébuleuse d'Andromède et des nébuleuses spirales similaires. Il a remarqué que les novae à l'intérieur de ces nébuleuses spirales étaient systématiquement beaucoup plus faibles que les novae ailleurs dans la Voie lactée. Et il en déduisit que si ces objets se comportaient physiquement de la même manière, la seule explication possible à cette faible luminosité était la distance. Les romans n'étaient pas intrinsèquement plus faibles. Ils devaient tout simplement être beaucoup plus éloignés pour que leur lumière paraisse si faible lorsqu'elle atteignait la Terre. C'était un argument astucieux et indirect, mais il reposait sur des hypothèses qui n'étaient pas encore pleinement prouvées, et Shapley disposait de ses propres preuves allant dans le sens inverse, basées sur la taille observée et la distribution apparente de la luminosité de la Voie lactée elle-même. Aucune des deux parties ne disposait de preuves observationnelles, permettant de trancher le différend. Cette preuve est venue quelques années plus tard d'un astronome travaillant à l'observatoire du mont Wilson, en Californie, utilisant le plus grand télescope du monde à l'époque. Il s'appelait Edwin Hubble. Hubble recherchait des étoiles variables dans Andromède, appliquant directement la loi de luminosité périodique de Leavitt et examinait des plaques photographiques nuit après nuit à la recherche d'étoiles dont la luminosité variait selon ce schéma précis et prévisible. Ces étoiles présentent des variations de luminosité très régulières et très prévisibles, et la période de cette pulsation est directement liée à la luminosité intrinsèque de l'étoile. Si vous connaissez la luminosité réelle d'une étoile et que vous mesurez sa luminosité apparente depuis la Terre, vous pouvez calculer la distance qui vous sépare d'elle. C'est le même principe de base que pour évaluer la distance d'une lampe en fonction de son intensité lumineuse apparente par rapport à la luminosité que l'on sait qu'une lampe de cette puissance devrait avoir. Hubble a découvert plusieurs variables céphéides à l'intérieur d'Andromède, et lorsqu'il calcula la distance qui les séparait, le nombre était si important qu'il ne laissait place à aucun doute. Andromède n'était pas un nuage proche. Elle se situait à des centaines de milliers d'années-lumière, bien au-delà des limites connues de la Voie lactée. L'annonce, faite en 1925, a fondamentalement transformé l'astronomie. L'univers n'était pas qu'une seule galaxie. Il en était rempli, dispersé sur des distances si vastes que la lumière elle-même, la chose la plus rapide qui existe, a mis des centaines de milliers, puis des millions, puis des milliards d'années pour traverser les espaces qui les séparent.
Andromède en était la preuve, l'objet unique qui a bouleversé notre vision du cosmos. Il convient de souligner que l'estimation initiale de distance de Hubble, basée sur les instruments et les méthodes d'étalonnage disponibles à l'époque, était en réalité trop faible, plaçant Andromède à moins d'1 million d'années-lumière. Il a fallu des décennies de perfectionnement pour arriver au chiffre moderne d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Ce perfectionnement a nécessité un meilleur étalonnage de la relation période-luminosité, des corrections pour la poussière interstellaire et finalement des mesures directes à partir de télescopes spatiaux. La science parvient rarement à une réponse définitive du premier coup. Elle s'obtient par des corrections répétées, chaque génération d'instruments affinant l'image laissée par la précédente. Une amélioration particulièrement élégante a eu lieu en 2005, lorsqu'une équipe dirigée par l'astronome Ignacy Rebus a utilisé une méthode rare et d'une précision inhabituelle, un système d'étoiles binaires à éclipse situé à l'intérieur même d'Andromède. 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre de telle sorte que, de notre point d'observation, l'une passe périodiquement devant l'autre, atténuant la lumière combinée d'une manière qui peut être mesurée avec une précision extraordinaire. L'équipe a analysé avec soin les propriétés physiques des 2 étoiles de cette paire, leur température, leur taille et les détails de la façon dont leur lumière s'est atténuée lors de chaque éclipse, qui leur ont permis de calculer la luminosité réelle du système indépendamment de toute hypothèse empruntée aux variables céphéides. Ils pourraient alors comparer cette luminosité réelle à la luminosité apparente du système depuis la Terre. Leurs résultats situent Andromède à environ 2 520 000 années-lumière, un chiffre remarquablement proche de ceux obtenus par des méthodes totalement différentes. Et cela contribue à consolider la distance consensuelle moderne d'environ 2,5 millions d'années-lumière que les astronomes utilisent encore aujourd'hui. La convergence de plusieurs méthodes indépendantes vers une même réponse fondamentale constitue précisément le type de concordance qui donne aux scientifiques confiance dans un résultat. Une autre amélioration majeure est venue d'une source inattendue, les conditions de guerre plutôt que de nouveaux instruments. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les blackouts obligatoires à Los Angeles, destinés à protéger la ville d'éventuelles attaques aériennes, ont eu pour effet secondaire accidentel d'assombrir considérablement le ciel autour de l'observatoire du mont Wilson, le même endroit où Hubble avait fait sa découverte initiale des Céphides 2 décennies plus tôt. Un astronome allemand d'origine allemande, Walter Bardey, exempté du service militaire en temps de guerre et travaillant à l'observatoire pendant toute cette période, a profité de ce ciel exceptionnellement sombre pour capturer les photographies les plus nettes du noyau d'Andromède prises jusqu'alors. Ce qu'il a découvert et publié en 1944, c'est qu'Andromède contenait en réalité 2 populations d'étoiles distinctes. L'un était un groupe plus ancien et plus rouge, concentré dans le renflement central et au sein d'amas globulaires. L'autre groupe était plus jeune et plus bleu et se trouvait dans les bras spiraux et les régions actives de formation d'étoiles. Bardey les a appelés respectivement population 2 et population 1. Une terminologie que les astronomes utilisent encore aujourd'hui pour décrire les populations stellaires dans tout l'univers et pas seulement dans la galaxie d'Andromède. Cette distinction s'est avérée extrêmement importante également pour les mesures de distance, car Bardey s'est rendu compte que les variables céphéidées, utilisées initialement par Hubble, appartenaient à 2 types subtilement différents, l'un associé à chaque population, et que Hubble les avait mélangés sans le savoir lors de l'étalonnage de son calcul de distance initiale. La correction de cette incohérence a effectivement doublé la distance estimée à Andromède du jour au lendemain, ce qui constitue l'une des plus importantes révisions individuelles de la distance mesurée de cette galaxie. C'est une démonstration claire de la façon dont un détail subtil, jusque-là insoupçonné, de la physique stellaire pourrait avoir des répercussions considérables et remodeler la compréhension qu'ont les astronomes de l'échelle de l'univers tout entier. Une 3e vérification indépendante des distances a été effectuée ultérieurement, utilisant toujours une technique appelée méthode de la pointe de la branche des géantes rouges. Lorsque des étoiles comme notre Soleil vieillissent et épuisent l'hydrogène de leur noyau, elles se transforment en géantes rouges, devenant plus brillantes et plus froides au fil du temps jusqu'à atteindre une luminosité maximale très précise et prévisible, moment auquel se produit un changement interne soudain appelé flash d'hélium,
et l'apparence extérieure de l'étoile se modifie à nouveau. Ce point de luminosité maximale s'avère remarquablement constant d'une étoile à l'autre, indépendamment de l'âge ou de la composition chimique de la galaxie. Cela en fait une bougie standard extrêmement fiable, bien que moins connue, similaire dans son esprit aux bougies Leavitt à variable céphéide, mais basée sur un processus physique sous-jacent entièrement différent. En appliquant cette méthode à l'énorme population d'étoiles géantes rouges visibles dans le halo d'Andromède, les astronomes sont parvenus à une estimation de distance correspondant étroitement aux chiffres obtenus à partir des variables céphides et des binaires à éclipse. Il s'agissait d'une nouvelle confirmation indépendante du même chiffre de base, soit environ 2,5 millions d'années-lumière, obtenue par un mécanisme physique complètement différent. Les observations infrarouges modernes ont également permis d'ajouter une couche de détails plus fine à la poussière d'Andromède. Les données recueillies par le télescope spatial James Webb en 2023 ont permis d'examiner la composition de cette poussière de plus près que tout autre instrument précédent. Elle a permis d'identifier les signatures chimiques spécifiques de molécules complexes à base de carbone appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, présentes dans les bandes de poussière de la galaxie, aux côtés de grains de silice et de petites quantités de glace d'eau, en particulier dans les régions plus froides et plus denses, associées à la formation active d'étoiles. Ce sont les mêmes catégories générales de matériaux que l'on retrouve dans les nuages de poussière de notre propre Voie lactée. Les matières premières ont finalement été incorporées à de nouvelles étoiles et à de nouvelles planètes. Ce sont aussi potentiellement les éléments constitutifs chimiques de base dont la vie ailleurs pourrait un jour dépendre. La découverte d'une chimie de poussière globalement similaire au sein d'Andromède renforce un point qui revient sans cesse tout au long de son étude. Malgré son échelle énorme et son histoire légèrement différente, Andromède est constitué fondamentalement des mêmes matériaux et suit fondamentalement les mêmes processus physiques que notre galaxie. Alors qu'est-ce qu'Andromède exactement? Car les chiffres modernes sont presque aussi stupéfiants que l'était la découverte de Hubble en 1925. Andromède se situe à une distance d'environ 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. La lumière, voyageant à environ 299 792 km/s, met 2,5 millions d'années pour traverser cet écart. Ce qui signifie que lorsque vous regarderez Andromède ce soir, vous ne la verrez pas telle qu'elle est maintenant. Vous voyez une lumière qui l'a quittée il y a 2,5 millions d'années, à l'époque où nos ancêtres étaient les premiers membres du genre Homo, marchant debout dans les plaines d'Afrique à l'aide d'outils de pierre rudimentaires. Cette lumière a voyagé tout ce temps, traversant silencieusement le vide entre les galaxies pour arriver dans votre œil à cet instant précis. Quel que soit l'aspect d'Andromède aujourd'hui, nous ne le saurons pas avant 2,5 millions d'années. La taille physique d'Andromède est un point sur lequel l'intuition de la plupart des gens se heurte à des difficultés. Notre propre Voie lactée est grande selon toutes les normes quotidiennes, s'étendant sur environ 100 000 années-lumière. Andromède la surpasse largement. Les mesures actuelles situent son diamètre à environ 220 000 années-lumière, soit plus du double de la largeur de notre propre galaxie. Pour donner une idée de l'échelle plutôt que de la comparaison, imaginez un disque d'étoiles, de gaz et de poussière si vaste que la lumière elle-même met 220 000 ans pour le traverser d'un bord à l'autre sans avoir à en faire le tour, juste pour le traverser en ligne droite. Et ce disque n'est pas clairsemé. Il est rempli de matière qui tourne lentement sous l'effet de sa propre gravité. Un processus qui prend des centaines de millions d'années pour effectuer une seule rotation. Prenez un instant pour méditer sur cette période de rotation, car elle révèle quelque chose d'important sur la façon dont les galaxies perçoivent le temps différemment de tout ce qui se passe à l'échelle humaine. Une rotation complète du disque d'Andromède prend environ plusieurs centaines de millions d'années. Depuis l'apparition des premières formes de vie complexes sur Terre, Andromède n'a effectué qu'une poignée de rotations complètes. Depuis l'extinction des dinosaures, il n'en a même pas réussi un seul. Chaque civilisation humaine ayant jamais existé, chaque guerre, chaque empire, chaque langue parlée et oubliée, tient dans un infime fragment de temps, si petit par rapport à un seul tour de cet immense disque qu'il ne représente même pas une fraction. Cela ne vise pas à minimiser l'histoire de l'humanité. Il s'agit de le placer honnêtement dans un cadre suffisamment grand pour le contenir. C'est pourquoi Andromède
paraît si grande dans notre ciel alors qu'elle se situe à des millions d'années-lumière. La distance a généralement pour effet de rétrécir les choses. Plus un objet est éloigné, plus il paraît petit. Mais Andromède est tellement énorme physiquement que même à 2,5 millions d'années-lumière, sa taille apparente dans le ciel est d'environ 3 degrés de diamètre, soit plus large que 6 pleines lunes alignées l'une à côté de l'autre. Presque personne ne peut le voir de ses propres yeux car les régions extérieures de la galaxie sont si peu lumineuses que seule la photographie à longue exposition les révèle. Ce que l'on peut voir à l'œil nu, c'est uniquement le noyau central brillant. Une petite fraction concentrée de la structure réelle. Le reste, les bras spiraux qui s'étendent à perte de vue, le disque extérieur, le faible halo stellaire, se déploient bien au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir, s'étendant silencieusement sur une portion de ciel 6 fois plus large que la Lune que vous avez l'habitude de voir. Andromède jouit également d'une distinction discrète auprès des astronomes. Il est généralement considéré comme l'objet le plus éloigné que l'on puisse voir à l'œil nu dans de bonnes conditions. Tout le reste est visible sans télescope. Chaque étoile qui sillonne le ciel nocturne se trouve à l'intérieur de notre propre galaxie, à quelques milliers d'années-lumière tout au plus. Andromède se situe environ 1000 fois plus loin, et c'est encore visible. La preuve que 1000 milliards d'étoiles peuvent produire une quantité incroyable de lumière, même après que cette lumière se soit répandue et ait disparu sur une période de 2,5 millions d'années d'espace vide. Le trouver soi-même ne nécessite pas d'équipement coûteux. Sous un ciel raisonnablement sombre, loin des pires pollutions lumineuses urbaines, on peut distinguer cette faible tache allongée à l'œil nu. Une fois que vous savez où regarder, il se situe approximativement au nord-est du grand carré de Pégase, près de la figure enchaînée de la constellation d'Andromède elle-même. Une simple paire de jumelles améliore considérablement la vue, révélant une forme ovale distincte, doucement lumineuse, plus brillante vers le centre. Les deux galaxies satellites, M32 et M110, sont parfois visibles à proximité également, comme de petites taches plus faibles lors d'une nuit particulièrement claire et sombre. Un petit télescope révèle davantage de structures, encore des indices des bandes de poussière traversant le disque, un noyau plus brillant et plus concentré. Même un grand télescope amateur ne pourra pas distinguer les étoiles individuelles dans la majeure partie de la galaxie, car les étoiles d'Andromède, malgré leur nombre de 1000 milliards, sont tout simplement trop faibles individuellement à cette distance pour que la plupart des équipements de jardin puissent les détecter. Ce que vous voyez à travers un télescope plus petit qu'un instrument d'observatoire majeur, c'est fondamentalement la lumière combinée d'un nombre énorme d'étoiles, plutôt que des points lumineux représentant des soleils uniques. La pollution lumineuse est le principal obstacle à l'observation d'Andromède. Eh bien, même un ciel de banlieue moyennement lumineux peut effacer presque entièrement les régions extérieures plus faibles du disque, ne laissant visible que le noyau central le plus brillant, une petite fraction de l'étendue réelle de la galaxie. C'est en partie pour cela que tant de gens sous-estiment la taille réelle d'Andromède dans le ciel. La plupart des gens ne l'ont jamais vu, si tant est qu'ils l'aient vu, que comme une petite tache insignifiante. En réalité, sous un ciel véritablement sombre, son faible halo extérieur s'étend sur une région du ciel, environ 6 fois plus large que la pleine lune. La plupart de ces lumières sont tout simplement trop sombres pour survivre à la lueur de l'éclairage artificiel moderne. Maintenant, réfléchissez à ce qui se trouve réellement à l'intérieur de ce disque, couche par couche. Tout comme la Voie lactée, Andromède possède une structure distincte. En son centre se trouve un bulbe dense et brillant d'étoiles plus anciennes et plus rouges, étroitement regroupées, orbitant autour du noyau galactique selon des trajectoires complexes qui se chevauchent. Autour de ce renflement se trouve le disque principal, un plan rotatif relativement plat, organisé en bras spiraux majestueux, où se trouvent la plupart des étoiles, du gaz et de la poussière de la galaxie. Au sein de ces bras de mer, les astronomes ont identifié de nombreuses régions de formation stellaire actives. Des nuages incandescents de gaz hydrogène, appelés régions HII, où de nouvelles étoiles naissent activement à partir de nuages de gaz et de poussière en effondrement. Des bandes sombres et sinueuses de poussière traversent également le disque, visibles sur des photographies détaillées sous forme de rubans sombres, coupant la lumière des étoiles plus brillantes,
marquant des régions où des nuages denses de matière bloquent la lumière des étoiles situées derrière eux. Au-delà du disque visible, se cache quelque chose de bien plus difficile à observer directement. Un vaste halo stellaire étendu, une distribution clairsemée et plus ou moins sphérique d'étoiles anciennes et d'amas globulaires s'étendant bien au-delà du bord du disque brillant lui-même. Des études récentes, menées à l'aide du télescope spatial Hubble, ont cartographié ce halo jusqu'à des distances de près d'1 million d'années-lumière du centre d'Andromède, le décrivant comme une immense atmosphère de gaz étendue entourant la galaxie. Parfois, appelé milieu circumgalactique. Ce halo de matière diffuse est si vaste que s'il était visible à l'œil nu, il aurait une largeur environ 3 fois supérieure à celle de la constellation de la Grande Ourse dans notre ciel. Elle est pratiquement invisible à l'œil nu, bien qu'elle ne soit détectable qu'indirectement en mesurant la façon dont elle absorbe la lumière provenant d'objets d'arrière-plan plus éloignés qui la traversent. Selon certaines estimations, ce halo s'étend suffisamment loin pour déjà effleurer le halo extérieur de notre propre Voie lactée. Autrement dit, les deux galaxies ont déjà commencé à se toucher bien avant que leurs disques visibles ne se rencontrent. Ce résultat de 2020 est le fruit d'une équipe de recherche dirigée par l'astronome Nicholas Lena, qui a utilisé le télescope spatial Hubble non pas pour photographier directement Andromède, mais pour observer environ 43 quasars d'arrière-plan distants, des noyaux galactiques extrêmement brillants et extrêmement lointains dont la lumière traverse par hasard le halo étendu d'Andromède sur son chemin vers la Terre. En analysant avec précision la manière dont cette lumière de fond était absorbée et modifiée lors de son passage à travers le gaz autrement invisible entourant Andromède, l'équipe a pu cartographier indirectement l'étendue, la densité et la composition du halo. Il s'agit du même principe de base que celui utilisé dans les recherches de micro-lentilles gravitationnelles, mais appliqué ici à la détection de gaz diffus plutôt qu'à celle d'objets sombres compacts. Les résultats ont montré que le halo s'étendait sous une forme plus ou moins sphérique, jusqu'à près de 1300 000 années-lumière dans certaines directions, avec une coquille plus dense et plus compacte, à proximité de la galaxie elle-même. Les résultats laissent également entendre que des halos invisibles similaires entourent probablement la plupart des grandes galaxies de l'univers. Un énorme réservoir de gaz, plusieurs fois la masse de la galaxie visible elle-même. Elle était tout simplement passée inaperçue auparavant, faute d'objets de fond suffisamment lumineux et d'instruments suffisamment précis pour la révéler. Andromède abrite également une importante population d'amas globulaires, des groupements sphériques étroitement liés d'étoiles anciennes qui orbitent autour du noyau de la galaxie. La Voie lactée compte environ 150 amas globulaires connus. Andromède en compte bien plus, les catalogues actuels en recensant environ 460. Il s'agit de certains des amas d'étoiles les plus anciens et les plus massifs connus dans tout le groupe local de galaxies. L'un d'eux, connu simplement sous sa désignation de catalogue MAL2, également appelé globulaire 1, est l'amas globulaire le plus lumineux connu dans le groupe local. Il contient plusieurs millions d'étoiles concentrées dans une région d'environ 100 années-lumière de diamètre seulement, et il pourrait en fait s'agir du noyau résiduel d'une galaxie beaucoup plus petite qu'Andromède a absorbé à un moment donné de sa longue histoire. Ce n'est pas une idée isolée non plus. L'histoire d'Andromède est marquée par des fusions et une absorption répétée de galaxies plus petites, un schéma commun aux grandes galaxies de tout l'univers. En 2001, des astronomes ont fait une découverte qui a rendu cette histoire impossible à ignorer. Un gigantesque flot d'étoiles s'étendant depuis le disque d'Andromède, se courbant sur une immense étendue spatiale. Elle était visible sur les relevés photographiques profonds comme un faible fleuve de lumière distincte du corps principal de la galaxie. Cette structure, désormais appelée courant stellaire géant, serait en réalité les vestiges d'une galaxie plus petite qu'Andromède aurait déchirée et absorbée. Ces étoiles s'étiraient en une longue queue de marée, sous l'effet des immenses forces gravitationnelles en jeu. C'est un peu comme les récits de marée prédits pour la future collision de la Voie lactée qui vient de se produire à plus petite échelle dans un passé astronomique relativement récent. Des études sur ce courant suggèrent que la galaxie perturbée a été engloutie il y a entre 100 millions et quelques milliards d'années, et ces débris brisés se déposent encore lentement dans le halo extérieur d'Andromède.
une cicatrice visible suite à une collision antérieure. La galaxie compagne compacte d'Andromède, M32, pourrait elle-même être liée à cette même histoire violente. Certains chercheurs suggèrent que M32 était autrefois une galaxie spirale beaucoup plus grande, dont le disque extérieur et le gaz auraient été presque entièrement arrachés lors d'une rencontre rapprochée à grande vitesse avec Andromède. Il ne reste plus que son noyau petit, dense et compact, l'objet que nous voyons aujourd'hui. Si cette théorie se vérifie, M32 représente quelque chose de rare, une galaxie qui a déjà survécu. En un sens, c'est précisément le genre de violente rencontre gravitationnelle vers laquelle Andromède et la Voie lactée se dirigent actuellement. Pendant longtemps, les astronomes ont supposé qu'avec un nombre d'étoiles aussi élevé et une galaxie aussi massive, la masse réelle d'Andromède serait également bien supérieure à celle de la Voie lactée. Cette hypothèse a été révisée. Des études plus récentes, prenant en compte la distribution de la matière noire, cette matière invisible, qui constitue la majeure partie de la masse gravitationnelle d'une galaxie, suggèrent que les deux galaxies pourraient en réalité être beaucoup plus proches en masse totale qu'on ne le pensait auparavant. Selon certaines estimations, la masse totale de la Voie lactée, matière noire comprise, serait à peu près comparable à celle d'Andromède, même si Andromède possède davantage d'étoiles visibles. Ce fut une véritable surprise en astronomie galactique. Pendant des décennies, Andromède a été considéré comme le poids lourd incontesté de notre groupe local de galaxies, le membre dominant autour duquel la Voie lactée orbitait en quelque sorte indirectement. Les données plus récentes complexifient ce tableau, suggérant une relation plus équilibrée entre deux géantes à peu près égales, plutôt qu'entre une grande galaxie et une plus petite. Le débat sur le rapport de masse précis est toujours d'actualité, et il dépend fortement de la quantité de matière noire que chaque galaxie contient réellement. Une information qui ne peut être déduite qu'indirectement par ses effets gravitationnels sur la matière visible. L'une des méthodes classiques utilisées pour estimer la masse combinée du système Andromède-Voie lactée repose sur ce que les astronomes appellent le argument temporel, une approche élaborée pour la première fois dans les années 1950. La logique sous-jacente est plutôt élégante. On suppose que les deux galaxies se sont formées relativement proches l'une de l'autre au début de l'histoire de l'univers, puis se sont éloignées l'une de l'autre sous l'influence de l'expansion globale de l'univers primitif. Finalement, ils ralentirent, s'arrêtèrent et recommencèrent à retomber ensemble sous l'effet de leur gravité mutuelle. Grâce à l'approche que nous sommes désormais capables de mesurer directement en remontant à partir de la distance actuelle d'Andromède, de sa vitesse d'approche actuelle et de l'âge total de l'univers, les astronomes peuvent calculer la masse combinée nécessaire pour produire exactement ce schéma de séparation et de retour. Le résultat de ce calcul est énorme. Plusieurs billions de fois la masse du Soleil si l'on inclut les galaxies et leur halo de matière noire environnant. Ce chiffre est globalement cohérent, bien que non identique, aux estimations dérivées des courbes de rotation et des mouvements des galaxies satellites par de multiples méthodes indépendantes. L'argument du calendrier, les mesures de la courbe de rotation et la dynamique des satellites, qui convergent tous vers des réponses à peu près similaires, donnent aux astronomes une confiance raisonnable dans l'échelle globale de la masse impliquée. Les détails précis et la séparation exacte entre Andromède et la Voie lactée restent un domaine de recherche actif. La fusion finale ne concernera pas seulement les deux galaxies centrales. Chaque galaxie satellite, orbitant actuellement autour d'Andromède ou de la Voie lactée, ainsi que des dizaines de galaxies plus petites de part et d'autre, seront prises dans le même long processus. Leurs orbites sont perturbées et remodelées par l'évolution du paysage gravitationnel, tandis que les deux galaxies, bien plus grandes, se croisent et finissent par fusionner. Certains satellites pourraient être projetés sur des orbites beaucoup plus larges et moins stables, autour de la nouvelle planète Milk-Dromeda. D'autres peuvent être attirés vers l'intérieur et finalement entièrement consumés. Absorbés de la même manière qu'Andromède a déjà absorbé des galaxies plus petites dans son propre passé, ajoutant leurs étoiles au halo croissant du système fusionné. La galaxie triangulaire M33, ce troisième grand membre du groupe local, peut-être déjà lié gravitationnellement à Andromède, est confrontée à son propre chemin incertain à travers tout cela. Certaines simulations suggèrent
qu'il pourrait être projeté sur une large orbite indépendante autour du système fusionné de Milk-Dromeda et continuer sa course sans être perturbé en tant que satellite de la nouvelle galaxie combinée. D'autres suggèrent qu'une interaction plus directe est possible étant donné sa relation déjà étroite avec Andromède, ce qui pourrait potentiellement conduire à sa propre fusion éventuelle avec le système plus vaste sur une échelle de temps encore plus longue et encore moins certaine que la collision primaire entre Andromède et la Voie lactée elle-même. Dans les deux cas, c'est l'architecture entière du groupe local, et pas seulement les deux galaxies dominantes en son centre, qui va être remodelée par ce processus. Une lente réorganisation, s'étalant sur des milliards d'années, de presque tout ce qui est lié gravitationnellement à notre partie de l'univers. Andromède contient environ 1 billion d'étoiles. À titre de comparaison, la Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles, selon la méthode d'estimation utilisée. Même en prenant la valeur la plus élevée de cette fourchette, Andromède contient encore environ 2,5 à 10 fois plus d'étoiles que notre propre galaxie. 1 billion est un nombre qu'il est presque impossible de se représenter mentalement de manière significative. Si vous essayez de compter jusqu'à 1 billion, un nombre par seconde, sans vous arrêter pour dormir ou manger, cela vous prendrait plus de 31 000 ans. Et chacun de ces nombres, dans le cas d'Andromède, représente une étoile réelle. Nombre d'entre elles possèdent leur propre planète, leur propre système solaire, leur propre recoin tranquille de l'espace, totalement inconnu de nous. Toute cette lumière stellaire représente une quantité d'énergie totale énorme. Les astronomes mesurent la luminosité globale d'une galaxie à l'aide d'une échelle appelée magnitude absolue, où les nombres plus bas et plus négatifs indiquent une plus grande luminosité intrinsèque. La magnitude absolue d'Andromède est d'environ 21, ce qui la rend intrinsèquement plus brillante que la Voie lactée d'une marge significative, ce qui est cohérent avec sa population d'étoiles plus importante, même en tenant compte de l'incertitude quant à la comparaison exacte de leur masse totale, une fois la matière noire incluse. Si l'on pouvait placer Andromède à la même distance que notre plus proche voisine stellaire, un scénario totalement absurde compte tenu de la taille physique en jeu. Elle surpasserait de loin toutes les étoiles du ciel nocturne réunies, et ce, à de nombreuses reprises. Une unique source de lumière écrasante dominant tout le ciel. Bien sûr répartie sur 220 000 années-lumière, et observée à une distance de 2,5 millions d'années-lumière. Toute cette lumière se dilue en une faible tache indistincte que la plupart des gens aperçoivent brièvement, voire pas du tout. Cet écart entre l'énergie totale stupéfiante dégagée par 1 billion d'étoiles et la faible tache, facilement négligée, telle qu'elle apparaît depuis la Terre, est en soi un moyen utile de comprendre à quel point les distances en jeu sont vastes, car il faut des quantités d'espace intermédiaire véritablement énormes pour atténuer une lumière aussi vive au point de la rendre si facile à manquer. Andromède n'est pas seule dans l'espace. Tout comme la Voie lactée, elle possède son propre système de galaxies satellites. Des compagnons plus petits, pris dans son attraction gravitationnelle, orbitent autour d'elle comme les lunes orbitent autour d'une planète. Les deux plus grandes et les plus faciles à observer sont M32 et M110, toutes deux visibles dans les télescopes amateurs par une nuit claire aux côtés d'Andromède elle-même. M32 est une petite galaxie compacte et dense, qui aurait été beaucoup plus grande avant qu'une rencontre rapprochée avec Andromède ne lui arrache une grande partie de sa matière extérieure. Elle est classée comme une galaxie elliptique compacte, un type rare contenant une concentration d'étoiles étonnamment dense, probablement plusieurs milliards, toutes regroupées dans une sphère d'environ 6000 années-lumière de diamètre. Elle est si petite que certains astronomes la qualifient de presque pathologique, une galaxie qui ne devrait pas exister sous sa forme actuelle, compte tenu de l'évolution normale des galaxies. C'est précisément pour cette raison que la théorie selon laquelle elle était autrefois beaucoup plus grande et a été réduite par la gravité d'Andromède a gagné autant de soutien. Thème 110 est plus diffus. Une galaxie elliptique avec une faible lueur diffuse, d'un diamètre d'environ 15 000 années-lumière. Contrairement à la plupart des galaxies elliptiques, qui contiennent généralement de vieilles étoiles et peu ou pas de gaz ou de formation d'étoiles en cours, M1 montre de faibles traces de bandes de poussière et une petite quantité de formation d'étoiles récentes, une caractéristique inhabituelle pour son type. Cela suggère qu'elle a peut-être absorbé du gaz d'un compagnon plus petit à un moment donné dans le passé, ou que la gravité d'Andromède
lui a lentement fourni de la matière. Au-delà de ces deux-là, les astronomes ont identifié des dizaines de galaxies naines satellites plus faibles autour d'Andromède, cataloguées simplement comme Andromède 1 jusqu'à environ 30, ainsi que des désignations plus anciennes comme NGC 147 et NGC 185. Certaines d'entre elles ne contiennent que quelques millions d'étoiles, à peine plus que des amas d'étoiles surdimensionnées dans le grand schéma des choses. NGC 147 et NGC 185 orbitent en paire. Ce sont deux galaxies naines sphéroïdales, toutes deux peu lumineuses et diffuses, situées plus loin du noyau d'Andromède que M32 ou M110. On pense qu'elles suivent des trajectoires orbitales longues et lentes qui finiront par les rapprocher, où les mêmes forces de marée qui ont remodelé M32 pourraient commencer à les remodeler également. La plus grande des étoiles naines compagne les plus faibles, simplement nommée Andromède 2, s'étend sur quelques milliers d'années-lumière et abrite une population stellaire dominée par de vieilles étoiles peu lumineuses. Un exemple assez typique du type de petite galaxie ancienne que les grandes spirales comme Andromède ont tendance à accumuler en grand nombre au cours du temps cosmique. Ces satellites s'organisent de manière surprenante. Certaines études ont montré qu'un nombre important de galaxies satellites d'Andromède orbitent dans un plan mince et coordonné, presque comme un disque qui leur est propre, plutôt que d'être dispersés aléatoirement dans toutes les directions comme le prévoient les modèles gravitationnels de base. Les raisons de ce phénomène font encore l'objet de études. Cela pourrait refléter la manière dont ces satellites se sont formés ou bien être la preuve de l'existence de structures plus vastes dans la toile cosmique guidant leur alignement. Dans tous les cas, cela nous rappelle que même un système aussi étudié qu'Andromède soulève encore des questions. Andromède a également permis aux astronomes d'observer directement certains des événements individuels les plus violents qu'une galaxie puisse produire. En 1885, un nouveau point lumineux brillant est apparu à l'intérieur même d'Andromède, visible même dans les modestes télescopes de l'époque, et brièvement si brillant que certains observateurs ont craint qu'il ne s'agisse d'un objet proche plutôt que de quelque chose à l'intérieur d'une nébuleuse lointaine. Elle fut par la suite identifiée comme une supernova, l'explosion catastrophique marquant la fin de la vie d'une étoile massive, et elle reste la seule supernova jamais observée dans la galaxie d'Andromède depuis la Terre. Les astronomes de l'époque ne comprenaient pas ce qu'ils observaient. Ils n'avaient pas encore la notion d'Andromède comme galaxie distincte, car cela ne serait établi que 40 ans plus tard. L'apparition soudaine de cette nouvelle source lumineuse a donc été simplement cataloguée comme une nova, une désignation pour une éruption stellaire non destructive beaucoup plus petite, et a reçu le nom d'Andromédie. Il a fallu des décennies de recul et la compréhension finale de ce qu'était réellement Andromède pour que les astronomes réalisent ce dont ils avaient été témoins en 1885. Il s'agissait en fait de l'un des événements les plus énergétiques de l'univers. L'effondrement final d'une seule étoile, faiblement visible à l'œil nu sur une distance de 2,5 millions d'années-lumière d'espace vide. Ce genre d'événement est rare. En moyenne, une galaxie comme Andromède ne produirait qu'une poignée de supernovas par siècle. En apercevoir un même faiblement relevait donc d'une chance extraordinaire en matière d'observation. Les éruptions stellaires de moindre ampleur, les novae ordinaires plutôt que les supernovae à part entière, sont beaucoup plus fréquentes. Et Andromède en produit des dizaines chaque année. De faibles éclaircies temporaires sont disséminées sur son disque, dues aux éruptions périodiques de certains types de systèmes d'étoiles binaires. Dans le disque d'Andromède, une région de formation d'étoiles se distingue suffisamment pour avoir sa propre désignation dans le catalogue. NGC 206. Il s'agit d'un énorme nuage de gaz et de jeunes étoiles chaudes d'environ 4000 années-lumière de diamètre, ce qui en fait l'un des plus grands complexes de formation d'étoiles connus dans tout le groupe local de galaxies, plus grand que toute région comparable trouvée dans notre propre Voie lactée. C'est dans des régions comme celle-ci que se concentre la formation d'étoiles, certes modestes, mais toujours en cours dans la planète Andromède. Des poches denses de matières premières s'effondrent sous l'effet de la gravité pour former de nouvelles générations d'étoiles. Certaines de ces étoiles finiront par mourir elles-mêmes en supernova, enrichissant le gaz environnant en éléments plus lourds qui constitueront les futures générations d'étoiles et, potentiellement,
les futures générations de planètes. Andromède et la Voie lactée ne sont pas les seuls grands corps de notre voisinage cosmique. Ensemble, ils constituent le noyau de ce que les astronomes appellent le groupe local. Un ensemble d'environ 80 galaxies connues, liées gravitationnellement, couvrant une région de l'espace d'environ 10 millions d'années-lumière de diamètre. Le troisième membre le plus important de ce groupe est la galaxie du Triangle, cataloguée sous le nom de M33. Une galaxie spirale plus petite, située près d'Andromède dans le ciel, et possiblement liée à elle gravitationnellement, agissant comme un satellite à part entière. Des astronomes ont détecté un faible pont de gaz hydrogène s'étendant entre Andromède et Triangle, ce qui suggère que les deux astres ont pu interagir directement à un moment donné dans le passé. Ou bien elle pourrait être aux prémices d'une lente danse gravitationnelle qui pourrait finir par aboutir à une autre fusion, longtemps après que la collision majeure entre Andromède et la Voie lactée ait déjà remodelé le voisinage. Tous les autres membres du groupe local, des dizaines de galaxies naines dispersées sur cette distance de 10 millions d'années-lumière, sont comparativement minuscules, certains ne contenant que quelques milliers ou quelques millions d'étoiles. Andromède et la Voie lactée sont les deux géantes dominantes, et pratiquement tout le reste de notre voisinage cosmique existe d'une manière ou d'une autre sous leur influence gravitationnelle combinée. En prenant encore plus de recul, on se rend compte que le groupe local n'est qu'une petite partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Notre groupe local appartient à un ensemble plus vaste de groupes et d'amas de galaxies, appelé le superamas de la Vierge, centré sur l'amas de la Vierge lui-même, beaucoup plus grand et plus dense, contenant bien plus d'1 millier de galaxies situées à environ 54 millions d'années-lumière. Et le superamas de la Vierge n'est lui-même qu'un lobe d'une structure encore plus vaste. Un vaste complexe de superamas tentaculaires nommé Lania, un mot hawaïen signifiant immense ciel. Elle a été identifiée en 2014 grâce à une cartographie précise de la façon dont les galaxies, réparties sur des centaines de millions d'années-lumière, sont toutes attirées gravitationnellement vers une région commune de matière particulièrement dense. Lania s'étend sur environ 500 millions d'années-lumière et contient la masse d'environ 100 000 galaxies, de la taille de la Voie lactée. Chaque galaxie qui la compose, y compris la nôtre, y compris Andromède, se déplace lentement, le long de contours gravitationnels invisibles, vers cette lointaine et dense concentration de masse. C'est la façon dont le haut s'écoule en suivant la pente d'un paysage. Sauf qu'ici, le paysage est fait de gravité elle-même, façonné par l'attraction combinée de tout ce qui est à portée de main. C'est un rappel utile de la notion d'échelle au sein d'une même échelle. Andromède paraît immense lorsqu'on essaie de se représenter 220 000 années-lumière ou 1 billion d'étoiles. Mais il ne s'agit que d'un membre isolé d'un groupe local qui est lui-même un petit rassemblement au sein d'un superamas s'étendant sur 500 millions d'années-lumière, lequel n'est qu'une structure parmi d'innombrables autres dispersées dans l'univers observable. Chaque couche sur laquelle vous dézoomez révèle une autre couche de structure, une autre échelle qui fait paraître la précédente petite en comparaison. Et ça ne s'arrête jamais vraiment. Il y a une certaine symétrie appropriée dans le nom même d'Andromède. Dans la mythologie grecque, Andromède était une princesse enchaînée à un rocher en guise d'offrande à un monstre marin, et finalement sauvée par le héros Persée. La constellation porte ce nom car les premiers observateurs du ciel, en traçant des motifs parmi les points lumineux fixes au-dessus de leur tête, y ont aperçu une figure enchaînée. Elle était entourée des constellations voisines de ses parents Chéus et Cassiopia et de son sauveur Persée. Ensemble, ils forment une scène mythologique complète qui se déploie dans le ciel boréal. Personne, parmi ceux qui ont participé à la dénomination de cette constellation il y a des milliers d'années, n'aurait pu savoir qu'elle recelait une tache lumineuse contenant plus d'étoiles individuelles qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunies. Le nom est resté longtemps après que la mythologie se soit estompée dans la mémoire collective, perpétuée simplement parce que c'est là, dans le ciel, qu'on le cherche. Andromède a joué un rôle direct dans l'une des découvertes les plus importantes de l'astrophysique moderne. Une qui n'a rien à voir avec les étoiles que l'on peut réellement voir. Dans les années 1970, une astronome américaine nommée Vera Rubin, travaillant aux côtés de Kent Ford, a mesuré avec précision la vitesse à laquelle les étoiles et le gaz orbitaient à différentes distances du centre d'Andromède. Selon les prévisions habituelles,
Basées uniquement sur la matière visible concentrée vers le centre de la galaxie, les étoiles situées aux confins du disque devraient orbiter sensiblement plus lentement que les étoiles plus proches du centre. De la même manière, dans notre propre système solaire, les planètes les plus éloignées du Soleil se déplacent plus lentement que les planètes plus proches. Ce n'est pas ce que Reuben et Ford ont constaté. Au contraire, les vitesses orbitales sont restées à peu près constantes, demeurant tout aussi rapides aux confins d'Andromède qu'à proximité de son centre. Un résultat absurde si la seule matière présente était celle que les astronomes pouvaient réellement observer à travers un télescope. La seule façon d'expliquer ces vitesses de rotation plates était de supposer qu'Andromède, et par extension les galaxies en général, contenaient une quantité beaucoup plus importante de masse invisible, s'étendant dans un halo plus ou moins sphérique bien au-delà du disque visible, exerçant une attraction gravitationnelle sans émettre ni réfléchir de lumière détectable. Les mesures de Reuben sur Andromède, suivies de résultats similaires dans des dizaines d'autres galaxies, sont devenues l'une des premières preuves les plus convaincantes de ce que nous appelons aujourd'hui la matière noire. Une forme de matière qui n'interagit absolument pas avec la lumière, et qui semble pourtant constituer environ 85% de toute la matière de l'univers. À ce jour, personne ne sait exactement ce qu'est la matière noire. On sait seulement que ses empreintes gravitationnelles sont indubitables. Et Andromède, situé suffisamment près pour que sa rotation puisse être mesurée étoile par étoile, fut l'un des objets qui la révélèrent en premier. Au cœur même d'Andromède, tout au fond de son noyau stellaire dense, se trouve un trou noir supermassif. Sa présence a été déduite pour la première fois à la fin des années 1980 grâce à des mesures précises de la façon dont les étoiles proches du centre d'Andromède se déplaçaient, orbitant beaucoup trop rapidement pour être expliquées par la seule matière visible. En 1988, un astronome du nom de John Corrandy a mené certains des premiers travaux sur ce sujet, en mesurant les vitesses des étoiles proches du noyau d'Andromède. Il découvrit qu'ils se déplaçaient si rapidement qu'une énorme concentration de masse invisible devait être présente pour les maintenir en orbite par la gravité. Un objet sombre et compact plutôt qu'une distribution ordinaire d'étoiles visibles. Ces premières observations ont ensuite été confirmées et affinées grâce au télescope spatial Hubble, lancé en orbite peu après, qui a mesuré le mouvement des étoiles au cœur même de la galaxie avec une précision suffisante pour calculer la masse de l'objet autour duquel elles orbitaient. C'est cette même série d'observations du télescope Hubble, menée par l'astronome Todd Lauer au début des années 1990, qui a révélé pour la première fois l'étrange structure à double noyau située au centre même d'Andromède. Une découverte qui a d'abord intrigué les chercheurs. Deux points brillants distincts si proches d'un seul trou noir semblaient défier toute explication simple jusqu'à ce que des modélisations ultérieures montrent comment un disque excentrique allongé d'étoiles en orbite pouvait produire exactement ce genre d'illusion. Il est répertorié simplement par sa position, et sa masse est estimée entre 100 et 230 millions de fois celle de notre propre Soleil. À titre de comparaison, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée, appelé Sagittarius AI, a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil, ce qui signifie que le trou noir central d'Andromède pourrait être des dizaines de fois plus massif que le monstre central de notre propre galaxie. Cela représente une masse énorme concentrée en un seul point, une région de l'espace où la gravité a pris le pas sur toutes les autres forces, déformant si fortement la structure même de l'espace-temps que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois la frontière franchie. Connu sous le nom d'horizon des événements. Les étoiles proches du noyau d'Andromède orbitent autour de ce trou noir de manière à révéler indirectement sa présence, se déplaçant à des vitesses et le long de trajectoires qui ne peuvent s'expliquer que par un objet d'une telle masse concentrée. La population stellaire qui l'entoure immédiatement est également inhabituelle. Au lieu d'un simple noyau lisse, les observations du télescope spatial Hubble ont révélé une étrange structure à double noyau près du centre d'Andromède. Deux concentrations distinctes d'étoiles, proches l'une de l'autre. Les astronomes pensent désormais qu'il s'agit en réalité du résultat d'un disque excentrique d'étoiles plus anciennes, orbitant autour du trou noir selon un motif allongé, créant l'illusion de deux noyaux distincts, alors qu'il s'agit en fait d'une seule structure déformée. Voici maintenant la
Partie de cette histoire qui transforme Andromède, d'une curiosité lointaine, en quelque chose de bien plus personnel. Andromède n'est pas immobile. Il se rapproche de nous, et ce depuis très longtemps. En utilisant des mesures précises de la façon dont la lumière de la galaxie se déplace, en s'appuyant sur l'observation originale faite par Vesto Slipher il y a plus d'un siècle, les astronomes ont déterminé qu'Andromède s'approche de la Voie lactée à une vitesse d'environ 110 km/h. Cela représente environ 396 000 km/h, réduisant un peu plus à chaque instant l'écart entre nos deux galaxies. Pendant la majeure partie de la période qui a suivi la première mesure de cette vitesse d'approche, les scientifiques n'étaient pas tout à fait sûrs qu'Andromède entrerait réellement en collision avec la Voie lactée, ou qu'elle passerait simplement à proximité, entraînée dans une large orbite en cercle sans jamais fusionner véritablement avec elle. L'incertitude était due au mouvement latéral, une composante du déplacement d'Andromède par rapport à notre ligne de visée, qui est beaucoup plus difficile à mesurer qu'un mouvement direct vers ou loin de nous. Il a fallu des données du télescope spatial Hubble, recueillies sur une période de 5 à 7 ans spécifiquement pour suivre ce mouvement, afin de finalement déterminer la composante latérale avec une précision suffisante pour modéliser la future collision avec confiance. La conclusion publiée en 2012 par l'astronome Roland Van der Elle et ses collègues, et renforcée par la suite par des mesures supplémentaires du télescope spatial Gaia au cours de la décennie suivante, était claire. Andromède et la Voie lactée sont sur une trajectoire de collision. Pas un simple incident, pas un survol lointain, mais une véritable fusion qui devrait débuter dans environ 4 milliards d'années. Il convient de noter que ce tableau, aussi péremptoire qu'il puisse paraître, s'est en réalité nuancé au cours des 2 dernières années. Une étude publiée en 2025, menée par l'astronome Till Sala, a réexaminé le calcul de la fusion en intégrant l'influence gravitationnelle de membres supplémentaires du groupe local que les modèles précédents avaient omis, en particulier le Grand Nuage Mélanique, une galaxie satellite importante de notre propre Voie lactée. L'équipe a également travaillé à partir d'une estimation légèrement actualisée des masses des satellites d'Andromède. L'ajout de ces forces gravitationnelles supplémentaires dans la simulation a introduit suffisamment d'incertitudes supplémentaires pour que les auteurs de l'étude n'aient calculé qu'une probabilité d'environ 50% d'une collision directe au cours des 10 prochains milliards d'années. C'est très différent de considérer la fusion comme une certitude à court terme quasi garantie, comme le suggéraient les modèles précédents, basés sur un système plus simple à 2 galaxies, ce qui ne remet pas en cause le tableau d'ensemble. Andromède continue de s'approcher. Une fusion, tôt ou tard, reste l'issue à long terme la plus probable compte tenu de l'attraction gravitationnelle mutuelle des 2 galaxies et de leur distance relativement proche au sein du groupe local. Mais le moment précis et même l'issue exacte, incident évité de justesse ou collision totale, reste un domaine de recherche actif. Elle s'affine à chaque nouvelle génération de données. L'ajout de galaxies satellites, intégrant des mesures de mouvement plus précises, affine encore davantage la simulation sous-jacente. De la même manière, notre compréhension de la distance fondamentale d'Andromède a été affinée à plusieurs reprises au cours du XXe siècle avant de se fixer sur les chiffres actuels. La présence d'Andromède dans le ciel nocturne a laissé une empreinte sur la culture humaine, qui dépasse largement le cadre des catalogues scientifiques et des articles de recherche. Son nom mythologique, hérité d'une constellation, est lui-même devenu, dans la science-fiction, une façon abrégée de désigner l'idée de quelque chose de vaste, de lointain et d'autre. C'est une galaxie évoquée dans d'innombrables romans, films et jeux. Elle symbolise la limite extérieure du concevable, une destination à peine accessible à l'imagination. Même si la technologie actuelle est encore loin d'être accessible, ce poids culturel n'est pas totalement immérité. Bien avant que quiconque ne comprenne ce qu'était réellement Andromède, elle portait déjà en elle une sorte de mystère silencieux, une tache de lumière qui refusait de se résoudre en quelque chose de familier, quelle que soit la minutie avec laquelle les premiers observateurs l'étudiaient. Étrangement, la réalité scientifique s'est avérée encore plus remarquable que la fiction qu'elle a inspirée par la suite. Il ne s'agit pas d'une métaphore de la distance ou du mystère, mais d'une véritable structure d'1 billion d'étoiles, suffisamment proche pour être étudiée étoile par étoile et destinée à devenir un jour une partie de la même galaxie que nous appelons notre foyer. Il est important de s'arrêter un instant
pour comprendre à quoi ressemble réellement une collision galactique, car cela ne ressemble en rien à la collision de deux objets solides. Les galaxies sont, à vrai dire, principalement constituées d'espaces vides. La distance moyenne entre les étoiles d'une galaxie comme la Voie lactée ou Andromède se mesure en années-lumière, et même dans les régions les plus denses, les étoiles sont séparées par des distances qui éclipsent de nombreuses fois la taille des étoiles elles-mêmes. Du fait de cet espacement, lorsque deux galaxies entrent en collision, la probabilité que deux étoiles individuelles se percutent est presque nulle. Notre propre Soleil, par exemple, a une probabilité extrêmement faible de rencontrer physiquement une autre étoile tout au long du processus de fusion. Ce qui entre en collision, c'est la structure globale, la forme gravitationnelle de chaque galaxie, les vastes nuages de gaz et de poussière, et la répartition générale des étoiles, qui seront tous tirés, étirés et remodelés par l'immense gravité combinée des deux systèmes. Les bras en spirale seront déchirés. De longs flux d'étoiles seront projetés dans l'espace intergalactique, formant ce que les astronomes appellent des contes de marée, dont certains peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. À l'instar du gigantesque courant stellaire qui s'échappe déjà d'Andromède aujourd'hui, cicatrice visible de sa dernière rencontre de ce type, les deux disques galactiques vont se traverser, former une boucle sous l'effet de leur gravité mutuelle, puis se traverser à nouveau, dans une lente danse répétée qui pourrait prendre des centaines de millions d'années à se dérouler pleinement. Imaginez un instant à quoi pourrait ressembler ce premier passage vu de quelque part à l'intérieur de la Voie lactée, en supposant qu'une planète et un système capable d'observer existent encore dans 4 milliards d'années. Andromède n'arriverait pas soudainement. Elle aurait déjà grandi régulièrement dans le ciel pendant des millions d'années. Son disque remplissait peu à peu de plus en plus l'obscurité, ses faibles bras spiraux devenant visibles à l'œil nu bien avant le début de toute collision réelle. Lorsque les deux galaxies se seraient rapprochées pour la première fois, le ciel lui-même commencerait à changer de forme. Les constellations familières sont déformées, les étoiles de premier plan de notre propre galaxie étant décalées par rapport à l'énorme structure tentaculaire d'Andromède qui occupe désormais une vaste portion du ciel derrière elle. De nouvelles régions de formation d'étoiles brillantes apparaîtraient là où les nuages de gaz des deux galaxies seraient entrés en collision et comprimés pour la première fois. De brefs points de lumière bleu-blanc intense se répandaient de manière irrégulière sur la structure en fusion. Des régions qui disparaîtraient à nouveau au bout de quelques millions d'années, une fois leur combustible épuisé. Il n'y aurait pas une seule nuit dramatique où tout aurait basculé. Au lieu de cela, au fil de millions d'années, de génération en génération, le ciel continuerait simplement à se transformer lentement et continuellement. Finalement, les formes spirales familières des deux galaxies laisseraient entièrement place à quelque chose de nouveau. Ce genre d'échelle, un changement mesuré sur des millions d'années plutôt que sur une seule vie, est véritablement difficile à appréhender pour l'esprit humain, car pratiquement rien dans l'expérience humaine ordinaire ne se déroule aussi lentement. Mais c'est précisément l'échelle de temps à laquelle fonctionnent les galaxies, patientes au-delà de toute comparaison humaine, indifférentes à tout ce qui est aussi bref qu'une seule génération, une seule civilisation ou une seule espèce. Les simulations de cette fusion réalisées par des équipes d'astrophysiciens à l'aide de supercalculateurs suggèrent que le processus ne se résumera pas à un seul événement spectaculaire. Il s'agira plutôt d'une longue transformation progressive, s'étalant sur des milliards d'années. L'une des simulations les plus détaillées, diffusée pour la première fois en 2007 et publiée officiellement en 2008 par les astronomes T.J. Cox et Abraham Loeb, a modélisé l'intégralité de la rencontre étape par étape, et des travaux ultérieurs utilisant des mesures précises du télescope spatial Hubble sur le mouvement latéral d'Andromède, mené par l'astronome Roland van der Harel et ses collègues, ont permis d'affiner encore davantage la chronologie. Ensemble, ces études dressent un tableau assez cohérent de la façon dont se dérouleront les prochains milliards d'années. Dans environ 2 milliards d'années, Andromède sera déjà considérablement plus grande et plus brillante dans le ciel nocturne qu'elle ne l'est aujourd'hui. Bien qu'elle soit encore identifiable comme une galaxie lointaine distincte, son disque commencerait déjà à montrer les faibles effets de l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée qui étire son bord extérieur. Dans environ 3,750 milliards d'années, les deux galaxies seront suffisamment proches
pour que leur halo extérieur et leurs nuages de gaz étendus commencent à interagir de manière visible. Les forces de marée commencent à déformer la forme des deux galaxies. De faibles traînées d'étoiles commencent à combler l'espace qui les sépare. Le premier passage rapproché devrait avoir lieu dans environ 4 milliards d'années. À ce stade, les deux galaxies ne fusionneront pas complètement et immédiatement. Ils interagiront, déformeront leurs formes respectives, puis se sépareront à nouveau, toujours liés par la gravité, avant de revenir pour un autre passage, peut-être environ 1 milliard d'années après la première rencontre. Lors de ce premier passage, les simulations suggèrent que le ciel, si quelqu'un observait depuis une planète survivante de l'une ou l'autre galaxie, montrerait le disque d'Andromède étiré en une longue arche lumineuse. Ce ne serait plus une spirale nette, mais une structure allongée et irrégulière, déchirée par le bras de fer gravitationnel entre les deux systèmes. Au cours des 2 milliards d'années suivantes environ, par des passages répétés, les deux galaxies perdront progressivement leur structure spirale distincte et fusionneront en une seule galaxie beaucoup plus grande. Le processus étant en grande partie achevé d'ici environ 6 à 7 milliards d'années. Les astronomes ont donné à cette hypothétique galaxie future un nom informel, combinant les deux noms originaux en un seul mot, Milk Dromeda. Le résultat final devrait être une galaxie elliptique géante dépourvue des bras spiraux bien définis que possèdent les deux galaxies, ces étoiles étant désormais redistribuées en une forme plus arrondie et moins structurée. Le résultat habituel de la fusion de deux grandes galaxies spirales. Lors des phases les plus violentes de la fusion, les énormes nuages de gaz contenus dans les deux galaxies devraient entrer en collision et se comprimer, déclenchant une importante explosion de formation de nouvelles étoiles. Cette phase de formation d'étoiles pourrait brièvement rendre les galaxies en fusion beaucoup plus brillantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Avant que ce gaz disponible ne soit épuisé et que la formation d'étoiles ne ralentisse progressivement, laissant finalement derrière elle une galaxie elliptique vieillissante plus calme, avec très peu de carburant restant pour les nouvelles étoiles. On s'attend même à ce que les deux trous noirs supermassifs centraux finissent par se rapprocher en spirale l'un de l'autre au cours de ces milliards d'années et fusionnent également. Cet événement libérerait une bouffée d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même, suffisamment puissantes pour être détectées en principe depuis une grande partie de l'univers observable. Si, par hasard, quelqu'un disposait des instruments nécessaires pour le rechercher, certaines simulations suggèrent qu'avant que les deux trous noirs ne fusionnent complètement, ils pourraient orbiter l'un autour de l'autre, en tant que paires binaires serrées pendant des dizaines de millions d'années, émettant parfois des flambées lumineuses, lorsque du gaz et des étoiles perturbées tombent vers l'intérieur. Ce serait un prélude lent et interminable à la collision finale de deux objets, chacun individuellement plus massif que des millions de soleils réunis. Que va-t-il arriver à notre propre système solaire pendant tout ce temps? C'est l'une des questions les plus fréquemment posées. Et la réponse honnête est probablement pas grand-chose. Du moins pas directement à cause de la collision elle-même. Étant donné l'espacement considérable entre les étoiles, il est extrêmement improbable que notre Soleil et ses planètes soient impliqués dans une collision stellaire directe lors de la fusion. Il est bien plus probable que notre système solaire subisse une légère poussée gravitationnelle, soit déplacé vers une position différente au sein de la galaxie en formation, peut-être projeté plus loin sur une orbite plus lâche autour du centre galactique combiné, ou encore attiré sur une trajectoire orbitale totalement différente. Le ciel nocturne, pour tout observateur hypothétique présent à cette époque, aurait un aspect complètement différent. Durant les premières phases de la collision, avant que les deux galaxies ne fusionnent complètement, le ciel montrerait Andromède grossir progressivement pendant des millions d'années, finissant par occuper une partie importante du ciel visible. Sa lumière se mêlant à celle des étoiles de notre propre galaxie, d'une manière qu'aucun être humain n'a jamais observée. Il convient de noter que ce calendrier, soit 4 milliards d'années pour l'approche initiale et plusieurs milliards de plus pour la fusion complète, se situe tellement dans le futur qu'il est en grande partie théorique pour l'humanité à court terme. On prévoit que notre Soleil épuisera son combustible hydrogène et se transformera en géante rouge dans environ 5 milliards d'années. Une transformation qui rendra la Terre inhabitable bien avant que la fusion d'Andromède n'atteigne ses stades ultérieurs. Quelle que soit la forme de vie, s'il y en a une,
qui existe sur Terre ou qui s'est étendue au-delà, à ce moment-là, nous serons confrontés à des défis bien plus immédiats qu'une collision galactique au ralenti, se déroulant sur des échelles de temps cosmiques. Si l'on prend du recul par rapport à la collision et que l'on observe Andromède telle qu'elle existe actuellement, dans son état non fusionné, elle demeure l'un des objets les plus étudiés du ciel. C'est précisément parce qu'elle est suffisamment proche, à l'échelle cosmique, pour permettre de distinguer les étoiles et les structures individuelles qui la composent. Chose bien plus difficile à faire avec des galaxies plus lointaines. Le télescope spatial Hubble a produit certaines des images les plus détaillées jamais prises d'une autre galaxie en observant Andromède, une mosaïque assemblée à partir de centaines d'expositions individuelles, révélant plus de 100 millions d'étoiles individuelles et des milliers d'amas d'étoiles sur une partie du disque de la galaxie. Cette image à elle seule représente des années d'observation et reste l'une des photographies les plus grandes et les plus détaillées jamais réalisées d'un objet astronomique. Une étude distincte à long terme, connue sous le nom de programme panchromatique Hubble Andromeda Treasury ou FAT en abrégé, a passé des années à imager méthodiquement environ un tiers du disque d'Andromède sur plusieurs longueurs d'onde de lumière, cataloguant individuellement plus de 100 millions d'étoiles et cartographiant l'histoire de la formation des étoiles à travers la galaxie avec un niveau de détail sans précédent. Plus récemment, le télescope spatial James Webb a également pointé ses instruments infrarouges vers Andromède, traversant la poussière qui aurait autrement obscurci les régions de formation active d'étoiles, et révélant des détails sur la structure de la galaxie que les observations en lumière visible ne peuvent tout simplement pas saisir. Chaque nouvelle génération de télescopes apporte une image plus nette et plus détaillée de cette galaxie, affinant notre compréhension de sa masse, de son système de satellites, de son taux de formation d'étoiles et de la dynamique précise de sa future collision avec la nôtre. La lumière visible ne représente qu'une partie du problème. L'observation d'Andromède à d'autres longueurs d'onde a révélé des structures totalement invisibles à l'œil nu. En 2005, le télescope spatial Spitzer, observant en lumière infrarouge, a révélé quelque chose d'inattendu caché dans la poussière d'Andromède. Au lieu d'une spirale lisse, l'image infrarouge montrait un anneau lumineux distinct de poussière et de formation d'étoiles excentrées par rapport au noyau de la galaxie, donnant à la structure d'Andromède une apparence que certains astronomes ont comparée à un œil géant, l'anneau, formant un iris autour d'un noyau qui n'était pas tout à fait centré en son sein. L'explication principale est que cet anneau a été créé par une collision directe avec une galaxie compagne plus petite, très probablement la même progénitrice qui est devenue la galaxie compacte M32 il y a quelques centaines de millions d'années. Il s'agissait d'une collision suffisamment énergétique pour comprimer le gaz et la poussière en un anneau en expansion, déclenchant des vagues de formation de nouvelles étoiles à mesure qu'ils se propageaient. Le principe est similaire à celui des ondulations qui se propagent lorsqu'une pierre est jetée dans de l'eau calme. Les observations ultraviolettes effectuées par le satellite galactique de la NASA ont apporté des précisions supplémentaires, mettant en évidence les étoiles les plus chaudes, les plus jeunes et les plus massives dispersées dans le disque d'Andromède. Ils ont tracé la structure spirale de manière à mettre l'accent sur la formation d'étoiles en cours, plutôt que sur la population stellaire plus ancienne et plus rouge, qui domine les images en lumière visible. Les observations au rayon X, effectuées par l'Observatoire spatial Chandra, ont révélé une activité d'un tout autre genre, émission de rayons X faibles mais détectables, provenant du centre même de la galaxie, compatible avec une petite quantité de gaz chaud et surchauffé, spiralant lentement vers le trou noir supermassif au cœur d'Andromède. Contrairement à certaines galaxies dotées de trous noirs centraux extrêmement actifs, qui se nourrissent de grandes quantités de gaz environnant et produisent d'énormes quantités de rayonnement, le trou noir central d'Andromède semble se trouver dans un état d'activité relativement calme et faible, ne consommant de la matière que lentement. C'est en partie pour cette raison qu'il a fallu des mesures indirectes du mouvement stellaire plutôt qu'une observation directe d'un trou noir brillant et actif pour confirmer son existence. En combinant toutes ces observations, lumière visible, infrarouge, ultraviolet et rayons X, on obtient une image bien plus riche que celle que pourrait fournir une seule image.
Une galaxie dotée d'un anneau de poussière excentré et perturbé, issu d'une ancienne collision, de zones actives de formation de jeunes étoiles et d'un vaste halo invisible de matière noire. Au centre de tout cela se trouve un trou noir silencieux, se nourrissant lentement, qui ancre l'ensemble de la structure. Il convient également d'aborder un point qui surprend beaucoup de gens. Andromède est en réalité un astre ordinaire, en ce sens qu'il ne s'agit pas d'un objet exceptionnellement rare. C'est une galaxie spirale barrée, de classification générale similaire à notre Voie lactée. Cela signifie qu'elle possède une structure centrale allongée en forme de barre d'étoiles, d'où rayonnent des bras spiraux. Les galaxies spirales comme celle-ci sont extrêmement courantes dans tout l'univers observable, constituant une grande partie du catalogue des galaxies des astronomes. Ce qui rend Andromède si spéciale, ce n'est pas sa nature, c'est sa proximité. Parmi les milliards et les milliards de galaxies disséminées dans l'univers observable, Andromède se trouve être l'une des grandes galaxies les plus proches de la nôtre. Elle est suffisamment proche pour que nous puissions étudier ses étoiles individuelles, son système de satellites, son trou noir et sa structure avec un niveau de détail tout simplement impossible pour des galaxies des millions de fois plus éloignées. Il fonctionne presque comme un laboratoire, un exemple proche qui aide les astronomes à comprendre les galaxies en général, y compris la nôtre. Car étudier la Voie lactée de l'intérieur présente son lot de défis que l'on ne retrouve pas sur Andromède vu de l'extérieur. La formation d'étoiles dans Andromède a en réalité considérablement ralenti par rapport à son passé estimé. Les mesures actuelles suggèrent qu'elle forme de nouvelles étoiles à un rythme d'environ une masse solaire de matière par an. Un rythme relativement modeste comparé à d'autres galaxies spirales de taille similaire et considérablement plus lent que le rythme que les astronomes estiment qu'elle a maintenu il y a plusieurs milliards d'années. Lorsque des fusions répétées avec des galaxies plus petites auraient comprimé et agité ces réservoirs de gaz de manière beaucoup plus active. La Voie lactée, en revanche, forme encore de nouvelles étoiles à un rythme légèrement plus élevé. C'est en partie pour cette raison que certains chercheurs décrivent notre propre galaxie comme relativement jeune et active, même si elle se situe à côté d'une géante comme Andromède, qui, en un sens, est déjà entrée dans une phase plus calme et plus mature de son existence. Il y a encore plus de choses cachées à l'intérieur de cet amas globulaire mentionné précédemment. Mail 2, l'énorme amas dense qui pourrait être le noyau dépouillé d'une galaxie naine engloutie depuis longtemps. Des observations réalisées au début des années 2000 à l'aide du télescope spatial Hubble et d'observatoires terrestres ont mis en évidence la présence d'un objet massif et compact en son centre. Une étoile trop lourde et trop concentrée pour être expliquée par les seules étoiles ordinaires. L'interprétation principale est que Mail 2 abrite ce que les astronomes appellent un trou noir de masse intermédiaire, une catégorie qui se situe entre les trous noirs relativement modestes formés par l'effondrement d'étoiles individuelles, généralement de quelques fois la masse du Soleil, et les trous noirs supermassifs que l'on trouve au centre de galaxies entières, qui peuvent avoir une masse des millions ou des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Les estimations concernant l'objet central de Mayal 2, le situant à environ 20 000 fois la masse du Soleil, une taille qui ne correspond à aucune des deux catégories. Et des objets comme celui-ci restent rares et difficiles à confirmer, car ils sont trop petits pour être facilement détectés par les mêmes méthodes d'orbite stellaire utilisées pour les trous noirs à l'échelle des galaxies, mais trop grands pour s'être formés comme les trous noirs stellaires ordinaires. Si cela se confirme, cela viendrait étayer l'idée que Mayal 2 n'est pas simplement un amas d'étoiles surdimensionnées. Il s'agirait du squelette survivant d'une petite galaxie entière qu'Andromède a déchirée et absorbée il y a longtemps. Ses étoiles extérieures ont disparu, son gaz s'est évaporé, ne laissant que ce noyau dense ancré à un trou noir, dérivant en orbite autour de son ravisseur beaucoup plus massif. Il est important de prendre un moment pour réaliser à quel point 2,5 millions d'années-lumière représentent une distance considérable par rapport à ce que notre technologie actuelle peut appréhender. L'objet le plus rapide jamais lancé par l'humanité, la sonde solaire Parker, a atteint des vitesses de plus de 600 000 km/h lors de ses passages rapprochés près du Soleil, plus rapide que tout autre engin construit par la main de l'homme. Même à cette vitesse extraordinaire, maintenue continuellement en ligne droite, ce qui n'est pas le cas du déplacement réel de la sonde,
Atteindre Andromède prendrait encore environ 4,5 milliards d'années, soit plus longtemps que l'âge actuel de la Terre elle-même. Voyager 1, le vaisseau spatial le plus éloigné de l'humanité, lancé en 1977 et voyageant maintenant au-delà des limites de notre système solaire, se déplace à une vitesse relativement modeste de 61 000 km/h. À ce rythme, atteindre Andromède prendrait environ 45 milliards d'années, soit plusieurs fois plus longtemps que l'âge actuel de l'univers entier. Même la lumière, la chose la plus rapide qui existe, met 2,5 millions d'années pour effectuer la traversée. Il n'existe tout simplement aucun sens valable dans lequel Andromède soit accessible avec quoi que ce soit ressemblant à la technologie actuelle ou à celle d'un futur proche. Sa véritable importance ne réside pas en tant que destination. C'est comme un miroir, un exemple proche, suffisamment concret pour être étudié en détail, qui nous aide à comprendre le type de galaxie dans laquelle nous vivons nous-mêmes. Andromède a même joué un rôle dans la recherche de la matière noire elle-même, au-delà des mesures initiales de la courbe de rotation de Vera-Rubin. Dans les années 1990, des chercheurs ont utilisé une technique ingénieuse, appelée lentille gravitationnelle, pour scruter le disque d'Andromède à la recherche de preuves de l'existence d'un candidat spécifique à la matière noire, des objets compacts massifs comme des étoiles ratées ou d'anciens trous noirs dérivant invisibles à travers le halo de la galaxie. L'idée reposait sur la microlentille gravitationnelle, un phénomène prédit par la relativité générale selon lequel un objet massif passant directement devant une étoile d'arrière-plan, de notre point de vue, courbe et amplifie brièvement la lumière de cette étoile. Cela provoque un bref éclaircissement symétrique avant de revenir à la normale. Comme les étoiles individuelles du disque d'Andromède ne peuvent pas être résolues séparément par les télescopes terrestres, les chercheurs ont plutôt surveillé la luminosité combinée de petites zones ou pixels de l'image de la galaxie au fil du temps, guettant les scintillements extrêmement rares et brefs qu'un tel événement de lentille gravitationnelle produirait. Les études menées tout au long des années 1990 et au début des années 2000 ont permis de détecter quelques événements de micro-lentilles candidats dans Andromède, mais pas suffisamment pour expliquer la quantité totale de matière noire déduite des mesures de la courbe de rotation. La conclusion tirée de ce travail était significative en soi. Un élément de preuve relativement solide qui exclut les objets massifs compacts ordinaires comme principale explication de la matière noire. Elle pointait plutôt vers des possibilités plus exotiques, un nouveau type de particules, encore inconnu, plutôt que de simples grandes quantités de matière ordinaire invisible, cachées dans l'obscurité. C'est un bon exemple de la façon dont l'étude approfondie d'une seule galaxie proche peut contribuer à résoudre des questions majeures sur la nature fondamentale de l'univers. Le disque d'Andromède lui-même n'est pas parfaitement plat non plus. L'imagerie détaillée a révélé qu'il est déformé, se courbant légèrement vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre, au lieu de reposer sur un seul plan plat, comme un schéma simplifié pourrait le suggérer. Ce type de déformation est fréquent dans les galaxies spirales, et on considère généralement qu'il est causé par des interactions gravitationnelles, soit avec des galaxies satellites qui tirent sur le disque externe pendant de longues périodes, soit avec le gaz intergalactique environnant. Le disque laboure lentement le sol au fur et à mesure de son déplacement. Dans le cas d'Andromède, la combinaison de ces nombreuses galaxies satellites, de son histoire de fusion passée et de son mouvement à travers le gaz diffus du groupe local joue probablement un rôle dans le maintien de cette légère déformation. Cela nous rappelle que même une structure aussi vaste et apparemment stable qu'un disque galactique entier est encore façonnée par des forces qui agissent continuellement sur elle, sur des échelles de temps de centaines de millions d'années. L'épaisseur verticale du disque ajoute une autre dimension à ce tableau. Bien que le disque d'Andromède s'étende sur environ 220 000 années-lumière de diamètre, il est remarquablement mince par rapport à cette largeur. Le disque stellaire principal ne mesure qu'environ 1000 années-lumière de haut en bas, dans ses régions les plus fines, s'épaississant quelque peu à l'intérieur du bulbe central dense. Ce type de proportion, une structure 200 fois plus large que haute, est courant parmi les galaxies spirales, et c'est une conséquence directe de la façon dont ces disques se forment initialement, avec des nuages de gaz en rotation qui s'aplatissent sous leur propre gravité en de fines structures en forme de crêpe, bien avant que les étoiles individuelles ne se condensent à partir de ces disques. Les populations stellaires plus anciennes
ont tendance à occuper une couche légèrement plus épaisse et plus gonflée à l'intérieur du disque, parfois décrite séparément comme une composante épaisse du disque. Tandis que les étoiles plus jeunes, le gaz et les régions actives de formation d'étoiles, restent confinées à une couche sensiblement plus mince près du plan médian galactique. Il s'agit d'une stratification subtile qui recèle des informations sur la longue histoire de formation d'Andromède et sur la façon dont les perturbations gravitationnelles antérieures, y compris les fusions passées, ont progressivement gonflé et remodelé différentes générations d'étoiles au sein du disque sur des milliards d'années. Les étoiles individuelles de ce disque orbitent autour du centre galactique à des vitesses qui restent remarquablement constantes sur une vaste gamme de distances. Une conséquence directe du halo de matière noire, les mesures de Vera Rubin ont révélé qu'une étoile orbitant à une distance du centre d'Andromède, à peu près comparable à la distance de notre propre Soleil par rapport au centre de la Voie lactée, se déplacerait à environ 250 km par seconde. Il lui faudrait environ 250 millions d'années pour effectuer une orbite complète, une valeur remarquablement proche de la période orbitale de notre propre Soleil autour du centre de la Voie lactée. Cette similarité n'est pas tant une coïncidence qu'un reflet de la grande similitude entre les deux galaxies en termes de structure globale, d'échelle gravitationnelle et de comportement rotationnel. Ce sont deux grands systèmes spiromatures, façonnés par des milliards d'années de processus physiques globalement similaires, convergeant désormais lentement vers un avenir commun. Aucun des deux n'a vécu la majeure partie de son histoire seul. Rien de tout cela dans cette histoire violente n'est inhabituel, et il est important de le préciser car il peut être tentant de considérer les collisions d'Andromède et ses compagnons consumés comme des événements exceptionnels. Notre propre Voie lactée a un passé tout aussi violent, que les astronomes n'ont reconstitué que très récemment. Les données détaillées du télescope spatial Gaïa, publiées à partir de 2018, ont révélé des preuves claires dans le mouvement et la composition chimique des étoiles voisines, que la Voie lactée elle-même a absorbé une galaxie naine importante il y a entre 8 et 11 milliards d'années. Cet événement est aujourd'hui communément appelé la fusion Gaïa-Encelade, parfois surnommée la saucisse, en raison de la forme allongée et étirée que ces débris stellaires restants laissent à travers le halo de la Voie lactée. Cette fusion ancienne aurait considérablement remodelé la Voie lactée primitive, en gonflant son disque et en contribuant à une grande partie des étoiles qui peuplent aujourd'hui son halo interne. Autrement dit, la croissance par fusion et absorption de galaxies plus petites n'est pas un chapitre inhabituel de l'histoire d'Andromède. C'est le déroulement normal prévu. Les grandes galaxies se forment au fil de l'histoire cosmique. La Voie lactée porte le même genre de cicatrices, simplement plus anciennes, plus difficiles à repérer sans les relevés stellaires précis à grande échelle qui ne sont devenus possibles que ces dernières années. L'histoire d'Andromède est tout simplement plus récente et, dans certains cas, elle est encore visible dans le ciel sous la forme d'un véritable flux d'étoiles plutôt que d'un phénomène à reconstituer statistiquement à partir du mouvement d'étoiles individuelles dispersées dans le halo. Le gaz et la poussière qui remplissent l'espace entre les étoiles d'Andromède ont aussi leur propre histoire. Les relevés effectués par les radiotélescopes ont permis de cartographier le réservoir de gaz froid d'Andromède sous deux formes principales. Une importante composante d'hydrogène atomique totalisant plusieurs milliards de masses solaires est largement répartie dans le disque et une composante moléculaire plus petite et plus dense est détectée par l'émission de monoxyde de carbone qui sert de substitut à l'hydrogène moléculaire, beaucoup plus abondant mais plus difficile à détecter, s'élevant à plusieurs centaines de millions de masses solaires et concentré dans les régions où se forment réellement de nouvelles étoiles. Ce gaz n'est pas réparti uniformément. Elle se concentre principalement à l'intérieur des bras spiraux et autour de cette structure annulaire décentrée révélée par l'imagerie infrarouge, précisément les régions où naissent activement de nouvelles étoiles. L'analyse chimique des étoiles d'Andromède révèle également ce que les astronomes appellent un gradient de métallicité. Cela signifie que les étoiles plus proches du bulbe central dense de la galaxie ont tendance à contenir une proportion plus élevée d'éléments plus lourds, des éléments autres que l'hydrogène et l'hélium. Ces particules se forment à l'intérieur des générations précédentes d'étoiles et sont dispersées dans le gaz environnant lorsque ces étoiles explosent finalement en supernovae.
Les étoiles plus éloignées dans le disque, et en particulier celles situées dans le faible halo extérieur, ont tendance à être plus anciennes et chimiquement plus simples, contenant beaucoup moins de ces éléments lourds. Un schéma qui reflète l'histoire de la formation de la galaxie, les régions centrales connaissant de nombreuses générations de naissance et de mort d'étoiles beaucoup plus rapidement que les périphéries clairsemées à évolution lente. Il s'agit d'un schéma similaire à celui observé dans la Voie lactée. Et c'est l'un des éléments de preuve qui soutiennent l'idée plus générale selon laquelle les galaxies spirales se développent de l'intérieur vers l'extérieur, les régions centrales denses se formant en premier et les disques extérieurs s'assemblant plus progressivement. Sur des milliards d'années par la suite, les astronomes classent formellement Andromède comme une galaxie spirale de type SA, plus précisément de type SAB. Sur le papier, cette désignation décrit une spirale sans barre d'échelle importante évidente et dont les bras s'enroulent autour du noyau de manière modérément serrée. Des bras étroitement enroulés autour du centre indiquent généralement un équilibre différent entre les gaz, la formation d'étoiles et la structure gravitationnelle que des bras plus lâches et plus ouverts, et la structure spirale d'Andromède se situe quelque part au milieu de cette échelle, ni aussi resserrée que certaines galaxies spirales, ni aussi ouverte que d'autres. Ce système de classification, initialement développé par Edwin Hubble lui-même, l'astronome qui a prouvé le premier la véritable distance d'Andromède, reste l'un des outils fondamentaux que les astronomes utilisent encore pour organiser et comparer les galaxies de l'univers observable. Et Andromède, à juste titre, fut l'un des objets mêmes qui contribuèrent à son établissement. Étudiés et réétudiés par des générations d'astronomes depuis les plaques photographiques originales de Hubble dans les années 1920. Malgré cette classification officielle, des éléments de preuve ultérieurs ont compliqué la situation. La barre elle-même, cette structure centrale allongée d'étoiles s'étendant vers l'extérieur à partir du noyau, n'a été confirmée de manière définitive que relativement récemment. Pendant des décennies, la région centrale d'Andromède est apparue à la plupart des observateurs comme un simple renflement lisse et plus ou moins circulaire, et il a fallu des images infrarouges détaillées, capables de voir à travers la poussière opaque, combinées à une modélisation précise des orbites stellaires à l'intérieur du bulbe au cours des années 2005, pour révéler que les étoiles centrales n'étaient pas du tout réparties symétriquement, mais étirées le long d'un axe allongé privilégié, la signature révélatrice d'une barre. Homme pense que des barres comme celle-ci se forment naturellement au sein de nombreuses galaxies spirales au fil du temps. Les instabilités gravitationnelles au sein du disque en rotation amènent les étoiles à se stabiliser dans des schémas orbitaux allongés qui s'auto-renforcent, et elles jouent également un rôle fonctionnel important en canalisant le gaz du disque extérieur vers les régions centrales, contribuant ainsi à alimenter la formation d'étoiles en cours près du noyau sur de longues périodes. L'alimentation lente du trou noir supermassif central lui-même. La Voie lactée possède elle aussi sa propre barre centrale, découverte et confirmée à peu près à la même époque. Cela signifie que les deux galaxies destinées à fusionner partagent la même architecture interne de base. Des structures centrales allongées canalisent lentement la matière vers l'intérieur, façonnant discrètement l'évolution à long terme de chaque galaxie de l'intérieur vers l'extérieur, bien avant que l'une ou l'autre ne se rapproche suffisamment pour affecter l'autre. Éparpillées dans cette immense population stellaire, parmi le billion d'étoiles qui composent le bulbe et le halo du disque d'Andromède, se trouvent les vestiges d'innombrables générations d'étoiles antérieures qui ont déjà achevé leur vie. D'après les modèles typiques d'évolution stellaire, les astronomes estiment qu'une galaxie de la taille et de l'âge d'Andromède devrait contenir environ 100 millions de trous noirs de masse stellaire. Les restes effondrés d'étoiles massives qui ont terminé leur vie dans des explosions de supernovas. À leur côté se trouve une population bien plus importante d'étoiles à neutrons, les vestiges denses de la taille d'une ville laissés par des effondrements stellaires, légèrement moins massifs, et un nombre énorme de naines blanches. Les noyaux qui se refroidissent lentement, laissés derrière eux par des étoiles comme notre propre Soleil, une fois qu'elles ont épuisé leur combustible nucléaire. Presque aucun de ces objets n'est détectable individuellement sur une distance de 2,5 millions d'années-lumière. La plupart des restes stellaires
n'émettent que peu ou pas de lumière par eux-mêmes, ne se révélant qu'indirectement par leurs effets gravitationnels sur une étoile compagne visible ou par les brèves explosions énergétiques produites lors des rares occasions où deux d'entre eux entrent en collision ou fusionnent. C'est un rappel discret que le billion d'étoiles que nous comptons pour décrire Andromède ne représente que la population actuellement brillante. Elles sont superposées à un cimetière d'étoiles encore plus vaste, en grande partie invisible, qui a cessé de brûler il y a longtemps, dérivant silencieusement à travers le même disque, traçant la même orbite lente, autour du même trou noir lointain et vorace en son centre. Les prochaines campagnes d'observation promettent de préciser encore davantage ce tableau. La mission Euclide de l'Agence spatiale européenne, lancée en 2023, vise notamment à cartographier la distribution de la matière, y compris la matière noire, à travers d'énormes volumes d'espace. Et ses capacités d'imagerie à grand champ le rendent parfaitement adapté à l'étude des structures faibles et étendues entourant des galaxies comme Andromède, y compris les systèmes satellites et les courants stellaires trop faibles, pour que la plupart des relevés antérieurs puissent les capturer en détail. L'observatoire Vera-Rubin au Chili, qui débutera ses importantes opérations de relevé du ciel au milieu des années 2020, devrait cataloguer les étoiles et les structures faibles du halo extérieur d'Andromède avec une exhaustivité bien supérieure à celle des précédents efforts menés depuis le sol. Elle pourrait révéler d'autres galaxies satellites, d'autres courants de marée et une image plus précise de la quantité exacte de matière noire qui entoure la galaxie et de sa répartition. Chacune de ces observations futures s'appuie sur tout ce qui a précédé. Du petit nuage d'Al-Soufi aux variables céphides de Hubble, en passant par les mesures précises de mouvement de Gaïa, ajoutant une nouvelle couche de détails à un objet qui, malgré près d'un siècle d'études intensives, n'est toujours pas entièrement cartographié, ni pleinement compris. Il est naturel de se demander si quelqu'un regarde en arrière. Avec environ 1000 milliards d'étoiles, dont beaucoup abritent vraisemblablement leur propre planète, Andromède représente un nombre énorme de lieux potentiels où la vie, et peut-être l'intelligence, auraient théoriquement pu apparaître à un moment donné de sa longue histoire. En pratique, détecter quoi que ce soit de ce genre depuis la Terre est pratiquement impossible avec la technologie actuelle. Même les télescopes les plus puissants disponibles aujourd'hui peinent à détecter directement des exoplanètes individuelles orbitant autour d'étoiles de notre propre galaxie, sans parler des étoiles d'une autre galaxie située à 2,5 millions d'années-lumière, où même les étoiles individuelles les plus brillantes sont difficiles à distinguer. La recherche de signaux radio-artificiels, la méthode traditionnelle utilisée par des projets comme la recherche d'intelligence extraterrestre, se heurte à un défi encore plus grand sur de telles distances, car tout signal devrait être extraordinairement puissant, délibérément ciblé, et mettrait tout de même 2,5 millions d'années à arriver. Ce qui signifie que quelle que soit la civilisation qui l'a envoyé, elle aurait dû le faire. À peu près à la même époque, nos premiers ancêtres humains apprenaient à marcher debout dans la savane africaine. Rien de tout cela n'exclut la possibilité de vie à l'intérieur d'Andromède. Cela place tout simplement cette question, pour l'instant, hors de portée de toute réponse que nous pourrions réellement obtenir. Andromède demeure en ce sens une galaxie aux possibilités infinies, multiplié par 1000 milliards, et simultanément un silence observationnel total. Un rappel de l'immensité de l'univers qui échappe totalement à notre capacité actuelle d'observation attentive, aussi curieuse que soit notre curiosité quant à ce qui pourrait exister là-bas. L'étude de la structure d'Andromède, de son histoire de fusion, de son trou noir central et de sa lente transformation vers une éventuelle collision avec notre propre galaxie est également importante pour une raison scientifique beaucoup plus large. Au-delà de la simple curiosité concernant une galaxie voisine en particulier, les grandes galaxies elliptiques, le type de galaxie que Milk Dromeda devrait devenir, sont extrêmement courantes dans tout l'univers observable. Et les astronomes savent depuis longtemps que la plupart d'entre elles se sont probablement formées précisément par ce type de processus. 2 ou plusieurs grandes galaxies spirales entrant en collision et fusionnant sur des milliards d'années. Comme Andromeda est suffisamment proche pour être étudiée avec ce niveau de détail, elle offre l'une des études de cas les plus claires et les plus complètes qui soient pour comprendre comment cette transformation plus large se produit réellement étape par étape.
cela est plus efficace que de simplement le déduire des résultats finaux visibles dans des galaxies elliptiques lointaines déjà fusionnées, dispersées à travers l'univers. Cela inclut ces fusions passées visibles dans des structures comme le courant stellaire géant et le vestige dépouillé de M32, ainsi que sa future fusion avec la Voie lactée, modélisée avec précision à l'aide des données de mouvement de Hubble et de Gaïa. En ce sens, Andromède fonctionne comme une sorte de manuel ouvert, un exemple unique et proche suffisamment détaillé pour tester et affiner les modèles que les astronomes appliquent à l'évolution des galaxies partout ailleurs, dans des galaxies bien trop éloignées et trop faibles pour être étudiées avec le même niveau de précision. Au-delà même de la fusion de la Voie lactée et d'Andromède, une histoire plus longue se déroule encore à travers l'univers dans son ensemble. Un article qui aborde la question de savoir pourquoi de tels événements se produisent et pourquoi ils finiront par cesser complètement de se produire. L'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère sous l'effet de ce que les astronomes appellent l'énergie sombre. Une propriété mystérieuse de l'espace lui-même, qui éloigne progressivement les galaxies lointaines les unes des autres à un rythme toujours plus rapide. Les galaxies liées gravitationnellement, comme les membres de notre groupe local, ne sont pas séparées par cette expansion, car la gravité mutuelle qui les maintient ensemble est actuellement suffisamment forte pour la surmonter à ces distances relativement proches. Mais les galaxies situées en dehors de notre groupe local, les innombrables autres galaxies dispersées dans l'univers, sont emportées loin de nous par cette expansion, et sur des échelles de temps énormes, des dizaines de milliards d'années et au-delà, la plupart d'entre elles deviendront finalement trop éloignées et trop décalées vers le rouge pour être détectées. Miltromeda, le produit final de la fusion de notre propre galaxie et d'Andromède, restera probablement lié gravitationnellement à tout ce qui subsiste au sein du groupe local, mais sera de plus en plus isolé du reste de l'univers à mesure que tout ce qui est plus éloigné dérivera hors de portée de l'observation. Certains cosmologistes décrivent cela comme une sorte d'isolement cosmique long et lent, un avenir dans lequel les observateurs qui pourraient encore exister à l'intérieur de Miltromeda, aussi improbable que cela puisse paraître, finiraient par contempler un ciel ne contenant que leur propre galaxie fusionnée et une poignée de voisines liées gravitationnellement. En fait, rien d'autre ne serait visible. Le reste de l'univers s'étant étendu au-delà de l'horizon de la lumière qui pourrait à nouveau les atteindre. C'est un avenir presque inimaginable, bien au-delà même des quelques 7 milliards d'années nécessaires à la fusion d'Andromède elle-même. Mais cela fait partie du même long arc, du même lent déploiement de la gravité et de l'expansion agissant l'une contre l'autre à travers le temps cosmique, qui commence pour nous avec cette unique galaxie qui approche et qui est visible en ce moment même comme une faible tache dans le ciel d'automne. Il y a là quelque chose qui mérite réflexion. Imaginez un instant ce que ce serait de voyager à travers le disque d'Andromède lui-même. Plutôt que de l'observer depuis une distance de 2,5 millions d'années-lumière, malgré la présence d'1 billion d'étoiles, l'expérience ne donnerait pas du tout l'impression d'être encombrée. La distance moyenne entre les étoiles voisines au sein d'une galaxie comme Andromède se mesure en années-lumière. Plusieurs années-lumière en général. Cela signifie qu'un voyageur traversant le disque passerait la grande majorité de son voyage entouré uniquement d'espaces vides et obscurs, les étoiles individuelles apparaissant comme des points lumineux isolés et lointains, rarement assez brillants pour illuminer quoi que ce soit à proximité. Ce n'est qu'à proximité du bulbe central dense, ou à l'intérieur d'une région de formation d'étoiles denses comme NGC 206, que le ciel commencerait à paraître véritablement rempli. Il serait rempli d'étoiles bien plus visibles que tout ce que l'on n'a jamais vu depuis la Terre. Des amas entiers de jeunes étoiles brillantes illuminent les nuages de gaz et de poussière environnants dans des nuances de rouge et de bleu. En passant près du centre galactique lui-même, à proximité du trou noir supermassif qui ancre toute la structure, les étoiles se déplaceraient visiblement les unes contre les autres au cours de quelques vies humaines seulement, orbitant beaucoup plus vite que tout ce qui se trouve dans notre propre voisinage solaire, prises dans l'étreinte de cette immense masse concentrée. Cela permet de corriger utilement la façon dont on imagine souvent les galaxies comme des tourbillons de lumière très serrés, avec pratiquement aucun espace entre les étoiles. La vérité est plutôt l'inverse. Une galaxie, même une galaxie contenant 1000 milliards d'étoiles, est principalement constituée de vide.
de vastes étendues d'obscurité quasi totale, ponctuées de temps à autre par la lueur isolée d'un autre soleil. Un autre système solaire possible. C'est un autre coin tranquille d'une structure si vaste qu'il faut 220 000 ans à la lumière pour la traverser d'un côté à l'autre. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, les gens levaient les yeux vers cette faible tache dans le ciel nocturne, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils voyaient. Un nuage, peut-être une étoile étrange, peut-être quelque chose dans notre petit coin d'univers. Certainement, car pendant la majeure partie de l'histoire, personne n'imaginait que l'univers s'étendait bien au-delà de ce que l'œil pouvait voir. Cela a nécessité des siècles d'observation attentive. Du petit nuage d'Al-Soufi à la flamme de bougie de Marius, en passant par le spectre de Huggins, le décalage vers le bleu de Slipher, les étoiles pulsantes de Leavitt, et finalement les travaux d'Edwin Hubble au début du XXe siècle, pour révéler que cette faible tache de lumière était en fait une galaxie entière. Sa propre île d'étoiles tournant lentement à 2,5 millions d'années-lumière, contenant plus d'étoiles que la plupart des gens ne pourraient même imaginer en essayant de les compter. Et maintenant, nous en savons encore plus. Nous connaissons sa taille, sa masse, sa structure, ses galaxies satellites, le trou noir supermassif qui ancre son noyau, les cicatrices des galaxies qu'il a déjà englouties, et la trajectoire lente et patiente qui finira par le mettre face à face avec notre propre galaxie dans des milliards d'années. Il est difficile d'en appréhender l'ampleur. 220 000 années-lumière de diamètre, 1 billion d'étoiles, 460 amas globulaires. Une trajectoire de collision qui s'est préparée pendant des milliards d'années. Des nombres si grands qu'ils cessent d'être des nombres et commencent à évoquer une forme d'humilité. Un rappel de la petitesse de notre propre perspective. Se tenir sur une seule planète orbitant autour d'une seule étoile, à l'intérieur d'une galaxie, qui n'est elle-même qu'une parmi des milliards. Andromède était là depuis tout ce temps, s'approchant silencieusement, bien avant que quiconque sur Terre ne sache ce que c'était. Et elle continuera d'avancer longtemps après notre disparition, indifférente à nos temporalités, se déplaçant uniquement selon la gravité et le temps. Repensez à Al-Soufi enregistrant ce petit nuage en l'an 964, sans instrument capable de lui montrer autre chose qu'une faible traînée de lumière. Il ne pouvait pas savoir que la traînée qu'il documentait avec tant de soin se trouvait déjà à ce moment-là 110 km plus près de la Terre qu'elle ne l'avait été l'année précédente. Et l'année précédente, comblant discrètement un écart qui s'était déjà réduit pendant des millions d'années avant même sa naissance, et qui continuerait de se réduire pendant des milliards d'années après que sa propre civilisation se soit évanouie dans l'histoire. Chaque personne qui a un jour levé les yeux et remarqué cette faible tache sur 1000 ans d'observation enregistrée regardait un objet déjà en mouvement vers nous, qu'ils aient eu ou non un moyen de le savoir. Les étoiles que nous associons à la permanence, ce fond fixe sur lequel tout le reste dans le ciel semble bouger, ne sont en réalité pas fixes du tout. Leur évolution se fait simplement sur des échelles de temps trop lentes, trop vastes, pour qu'un seul être humain puisse l'apercevoir directement au cours d'une vie. L'immobilité apparente d'une étoile n'est en réalité qu'une illusion produite par le décalage entre la durée de vie humaine et le temps réel nécessaire pour que tout objet céleste change visiblement de position. L'approche d'Andromeda consiste en le même type de mouvement, simplement plus facile à mesurer et à projeter dans l'avenir. Car contrairement à la plupart des faibles points lumineux dispersés dans le ciel nocturne, nous disposons depuis environ un siècle des outils nécessaires pour suivre son spectre, l'évolution de sa lumière, et calculer précisément la direction de ce mouvement. Il convient également de rappeler à quel point toute cette compréhension est récente. Pendant la quasi-totalité des quelques 300 000 ans d'existence de l'homme moderne, personne ne savait que les galaxies existaient, et encore moins qu'une galaxie s'approchait de la nôtre. Ce savoir date d'à peine un siècle. Une fine couche récente, superposée à des milliers de générations qui ont contemplé le même ciel, aperçu la même faible tache, sans avoir le moindre repère pour comprendre ce qu'elle était réellement. Dans ce contexte, l'histoire d'Andromède n'est pas seulement l'histoire d'une galaxie lointaine. C'est l'histoire de la rapidité, avec laquelle la compréhension humaine peut s'étendre une fois que les bons outils et les bonnes questions sont enfin réunis. C'est l'histoire de la façon dont un objet qui a passé 1000 ans sous la forme d'un petit nuage inexpliqué a pu, en l'espace d'une seule vie humaine,
être mesurée, cartographiée, pesée et projetée sur des milliards d'années avec une véritable confiance scientifique. Ce n'est pas un mince exploit. C'est l'un des exemples les plus clairs qui soit de tout ce que l'on peut apprendre sur l'univers à partir d'une seule planète, en utilisant uniquement la lumière déjà arrivée, patiemment collectée et interprétée par des personnes disposées à poser des questions attentives et persistantes sur une faible tache de lumière que la majeure partie de l'histoire a tout simplement ignorée. Il y a une certaine paix à cela si on se permet de s'y attarder. L'univers n'a pas besoin que nous le comprenions pour continuer à se déployer. C'est tout simplement le cas. Et chaque nuit claire, cette faible tache de lumière est toujours là-haut, attendant patiemment que quiconque veuille bien lever les yeux et la voir pour ce qu'elle est réellement. Pas une tache, pas un nuage, une galaxie d'une immensité inconcevable, dérivant lentement vers un avenir qui finira par remodeler le ciel lui-même. Merci de vous être joints à moi ce soir pour explorer la véritable échelle d'Andromède, de cette faible tache que nos ancêtres ont prise pour un petit nuage, jusqu'à la galaxie d'1 billion d'étoiles que nous connaissons aujourd'hui, et la lente et inévitable collision qui l'attend, elle et notre propre Voie lactée, dans des milliards d'années. Si cette exploration vous a donné une nouvelle perspective sur les échelles de grandeur, ou vous a permis de regarder cette faible lueur d'un œil différent, un j'aime ou un abonnement nous ferait très plaisir. Cela permet à cette chaîne de continuer à explorer les profondeurs du cosmos. Et la prochaine fois que vous vous trouverez sous un ciel vraiment noir, prenez un instant pour chercher cette faible tache au nord du grand carré de Pégase. Ce que vous voyez n'est pas petit. Cela ne paraît ainsi qu'à une distance de 2,5 millions d'années-lumière. Bonne nuit.